Et bonsoir à tous si vous nous rejoignez, bienvenue parmi nous ce soir. Installez-vous tranquillement pour ce petit live hebdomadaire du vendredi soir dont vous avez pris l'habitude. Le petit 21h, 22h, le petit 21h30, 22h30 en fonction des soirées. Je vous laisse vous poser tranquillement. Voilà, si vous nous rejoignez au fur et à mesure, comme je disais, installez-vous tranquillement. Dites-moi dans le chat que vous êtes là, comme ça je vous vois. Parce que des fois, entre le moment où j'ai mon retour et le moment où vous êtes vraiment là, en fait, il y a un petit écart. Et puis, comme d'hab, on prend un petit peu de temps au départ pour tout mettre en place. Voilà. Salut Thomas, comment tu vas? J'espère que t'as passé une bonne semaine. Bienvenue à toi ce soir pour notre petit live hebdomadaire. Bon, moi, comme d'habitude, hein, tu sais, je laisse un petit peu de temps au départ aux gens d'arriver tranquillement, le temps d'avoir la petite notif, le temps de pouvoir se poser. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Comme je disais à Thomas dans le live, dans le chat, pardon, installez-vous tranquillement. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que là vous allez pouvoir profiter de votre week-end et que vous avez déjà un week-end parce que je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des gens qui malheureusement travaillent en ces 2 jours, bien mérités. On laisse 5 6 minutes au départ. Si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle, des matchs que vous avez vus, des prospects que vous avez vus avant qu'on commence, n'hésitez pas et puis on discute tranquillement quoi. On est un petit pré-live, un tout petit comité en plus donc Bien, dites-moi d'ailleurs si vous avez. On se pose la petite question là chez Envergure. Est-ce que quand on vous met les. Salut Joe. Quand on vous met les notifs. Enfin, quand on vous met pas les notifs justement sur Twitter, qu'on vous a pas notifié parce qu'on n'a pas forcément envie de vous gonfler H24. Là, on essaie de lancer le stream sans lancer les notifs, vous savez, individuels avec notre name list. Est-ce que vous avez bien vu l'info sur Twitter ou pas? Ou est-ce que c'est passé un peu dans les mailles. Entre les mailles du filet? On se rend pas encore bien compte. On essaie de trouver un équilibre entre le fait de vous notifier de temps en temps, le fait voilà, de vous faire partager notre actu et pas non plus vous gaver. Alors, bon petit rythme depuis une semaine, je mate la NBA jusqu'à 5h car en vacances. Ah nice. Bah écoute, profite de tes vacances. Tu bosses dans quoi sans indiscrétion? Ouais, par exemple, tu vois, maintenant je suis devenu une vieille personne, je me lève à 5h30 tous les matins et c'est impossible pour moi de regarder un match en direct, hein. C'est que du replay. Et je gagne du temps en plus
sur les pots, sur les temps morts, etc. Donc, ouais, si on active les notifs sur le compte Envergure, donc soit Twitter, soit sur le compte, même sur la page Twitch, vous recevez, vous voyez les annonces de live. D'ailleurs, si jamais c'est pas fait, pour ceux qui arrivent, vous pouvez juste follow la chaîne, hein, ça ne vous coûte rien. Euh, et comme ça, vous ratez pas une seule de nos actus, un seul de nos lives. Étudiants? Ah, nice. Bon. Bah, profite de tes années étudiantes, alors elles passent souvent beaucoup trop vite, en espérant que c'est pas trop la galère pour toi, malgré le contexte sanitaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cours un peu décalés. Et écoute, je vais essayer de te faire passer une soirée de vacances agréable, ma foi, avant ton marathon NBA. Moi, je sais que j'ai un petit match Chicago là contre les Spurs à 2h du matin. Ce sera en replay demain matin, avant ou après du Pokémon Arceus en fonction de si ma femme me, comment dire, me capte avant ou non. C'est fini dans 2 mois bientôt le taf. Ah bah, ça y est, c'est le grand bain alors. C'est le grand bain. Ma félicitation alors. Bon, on va pouvoir se lancer. Allez, ce soir, je vais voir tiens, si ça marche ça. Ce soir, je vous ai mis ma tête ici. Et normalement, il y a une chatbox qui devrait apparaître. Hop, alors vous m'avez en haut à gauche. Pour la surprise, il faut vraiment que je change le logo envergure. Maintenant, on a un vrai beau logo, donc c'est trop con de pas l'utiliser. Et normalement, ah bah voilà, ça marche. Je vous vois. La chatbox, elle marche bien. Bonsoir, bonsoir Sorrento. J'espère que tu vas bien. Bon bah ça fonctionne alors, ça fonctionne, la chatbox fonctionne, le vieux c'est pas trop mal débrouillé, hein, ça va. Donc vous le voyez là dans le stream, enfin dans le titre du stream, vous avez les petites fonctions du bot. Donc par exemple, ce soir vous avez les infos de savoir qui on parle. Si jamais vous avez raté les actus envergure, ici vous avez tous les liens pour suivre nos derniers podcasts. On a sorti 2 podcasts en 2 semaines. Un premier, où ça fait un grand truc sur la chatbox, pardon. Un premier sur Mark Williams, il y a à peu près 2 semaines de ça, on s'était parlé en stream, le gros pivot de Duke. Et un deuxième qui est sorti aujourd'hui sur Michael DeVoe, le shooter incroyable de Georgia Tech. Et l'an dernier, on avait déjà fait un Underdogs dessus, donc c'est plus une actualisation pour un joueur qui confirme. Si jamais vous avez envie de regarder nos boards, le mien, vous commencez à le connaître un petit peu vu qu'on se retrouve en stream, on le montre souvent, mais là vous avez notre board qui est disponible, enfin nos boards qui sont disponibles. Vous avez celui de Alexandre Berthaud qui est le papa d'envergure. Vous avez le board Alan que vous voyez un petit peu partout, qui est une autre figure de proue et qui nous a fait un board que je trouve très intéressant, mais qui est vraiment dans sa philosophie. Donc il est très pertinent avec lui-même, et c'est un board vraiment hyper intéressant, un peu culotté aussi. Et toujours le board de Benoît Lelièvre, notre touche québécoise, enfin en tout cas canadienne. Je veux pas dire de conneries, donc j'ai pas envie de l'insulter si jamais, euh, qui, euh, qui nous sort des compatriotes comme Bénédicte Mathurin dans son top 10. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu ou non, vous me dites, hein. Je crois qu'ESPN a sorti son board avec leur top 10, dans lequel il y a justement Bénédicte Mathurin, vous avez Jonathan Davis, vous avez Keegan Murray, vous avez Ty Ty Washington, vous avez Jalen Duran, vous avez Shaden Sharp, et puis après les un peu plus classiques, Chatham Graham, Paolo Banchero, et puis qui j'oublie, Jabari Smith et Jaden Ivey. Donc un board sur lequel sur Twitter j'ai fait une petite blague en disant que j'avais que seulement 4 joueurs en commun. Donc c'est plutôt une clé de réussite, hein, quand vous avez seulement 4 joueurs en commun avec ESPN, c'est que vous n'êtes pas trop mal, tant ils sont dans le storytelling souvent. Est-ce que c'est terminé les Underdogs ou ça reviendra plus tard dans la saison? Alors en fait, Underdogs, ça va sûrement être fini sous le format Underdogs, mais maintenant on fait ce qu'on appelle des profils de draftés. Euh,
et on va parler de tous les niveaux de joueurs. On n'a plus vraiment ce côté data team qui fait les tout petits joueurs et la team classique qui fait les très gros joueurs. On fait les deux en même temps. Et donc de temps en temps, de temps en temps, vous avez un profil de drafté sur un mec du premier tour. Et puis la fois d'après, vous avez un mec du second tour, voire un drafted. Et l'idée c'est aussi de diversifier avec justement le stream Twitch, avec les Planet Drive sur YouTube, pour traiter de plein de joueurs de façon différente. Et rien n'empêche qu'un mec en fasse en podcast, on le fasse aussi sur Twitch, et à contrario, etc. Donc voilà, Underdogs, pour Underdogs c'est terminé, mais, euh, mais l'équipe elle a pas changé, et les joueurs un petit peu moins cotés, on en parlera toujours. Puisque on a aussi chez Envergure, vous savez, cette idée de, de s'ouvrir un petit peu au club européen aussi, enfin de s'ouvrir. Disons on a la chance de pouvoir travailler avec beaucoup de joueurs professionnels, d'agents, de GM, de coachs et tout ça qui jouent en Europe. Et donc le but c'est un peu aussi de parler de joueurs qui pourraient arriver dans nos championnats locaux, et qu'on pourrait retrouver sur notre scène, si vous habitez en région parisienne, donc que vous pourrez avoir un Nanterre ou Paris Basket, ou si vous êtes plus, je sais pas moi, dans la région centre, ben voilà, que vous pourrez voir à Orléans, etc. quoi. Donc voilà, l'objectif c'est ça, tout simplement, de diversifier nos, nos contenus. On va passer au programme du soir. Alors, vous avez vu dans le titre, on va parler de deux joueurs de Memphis ce soir. Alors, si je fais dans la caméra, c'est mieux pour montrer deux. Je maîtrise toujours. Deux joueurs de Memphis ce soir. Le premier, plutôt côté, assez connu, Jalen Duren, qui est un pivot phénomène, qui devait normalement arriver en niveau NCAA, tout du moins niveau supérieur, l'an prochain. Il a pu récupérer un an, gratter un an. Il a été reclassé, et donc ça lui permet de jouer cette année du côté de Memphis. Et comme il aura 19 ans avant la draft, il va pouvoir être éligible et donc sûrement se présenter à la draft. Donc le pivot phénomène Jalen Duren, qui est une bête physique, c'est ce qu'on va voir. Il joue avec son copain Emoni Bates, qui lui aussi a été reclassé, mais qui lui sera trop jeune, malheureusement, pour pouvoir se présenter à la draft. Donc Emoni Bates restera un an de plus avant d'aller en NBA. Après, où est-ce qu'il fera cette année? Ça, on le verra. Peut-être pas Memphis. Euh, on a vu que côté Memphis, c'est difficile de fidéliser des joueurs sur 2 ans quand c'est des stars. Et puis, peut-être qu'il y a la rumeur dit que Emoni Bates aimerait faire de l'argent peut-être en G-League. Et le deuxième joueur dont on va parler ce soir, c'est du coup Josh Minott, qui est un freshman aussi, vous allez le voir, dont on parle beaucoup moins. Et c'est normal, hein, c'est un prospect de fin de premier tour, second tour, peut-être qu'il ira pas à la draft. Moi je suis tombé assez amoureux de ce joueur par son profil physique, et je vois très très rapidement ce qu'il peut être en NBA, parce qu'il y a déjà un gars qui lui ressemble beaucoup en NBA. Donc je trouve la translation elle peut se faire assez rapidement, assez facilement, et je pense que c'est un mec qui devrait vous plaire et qu'on pourrait retrouver quand même appelé par Adam Silver en juin prochain. Donc voilà, on va traiter ça ensemble ce soir. Vous me dites, est-ce que vous avez une préférence dans le chat? Est-ce que vous commencez directement avec Duren, ou est-ce que vous voulez qu'on commence par l'appetizer avec Minot? Moi je suis flex là-dessus. Salut à tous ceux qui arrivent, installez-vous tranquillement. On part pour un petit live breakdown de 2 jours de Memphis. Du coup, vous avez la commande player si jamais, pour ceux qui arrivent au fur et à mesure, qui peut vous permettre de trouver, de voir les jours dont on parle ce soir. Donc dites-moi dans le chat si vous avez envie de Juen, Minot, Juen, ou je décide, et puis par là-dessus. Que me dit le peuple? Bon bah écoutez, vous êtes indécis et je comprends. Je vous mets un peu le pied sous la gorge. Ah, salut Celtics Belgium, merci de nous suivre. Bienvenue à toi, merci de nous suivre. Alors on a un zombie pour follow, c'est le truc de base. En même temps, vu l'état dans lequel on se trouve après avoir regardé des matchs NCAA, le zombie est pas si mal que ça, on va peut-être le garder. Alors on va commencer, écoutez, par le plus petit joueur. On va commencer par le plus petit joueur, ça se trouve il y a des gens qui sont en train de finir de manger et tout, et puis voilà, on va commencer par Josh Minott. On va essayer de se présenter ça tranquillement. On va commencer forcément avec, on va vous mettre ça ici, yes I.
et on va aller sur la page envergure, sur notre site. Le zombie colle bien, ouais, je trouve aussi, ça me fait rire. Et en vrai, ça me demande pas d'effort de changer, comme je suis une quiche, ça me va très très bien. Du coup, vous avez vu sur notre site, là, vous avez le podcast, le board, etc. Celui qui va nous intéresser ici, hop là. Alors désolé si j'ai un peu des bruits de clavier et tout. Vous savez, on est, on n'est pas dans l'expertise maximum. Je l'ai là, Josh Minot. Alors j'ai actualisé le profil il n'y a pas très longtemps, donc vous devriez avoir les bonnes mensurations. Euh, yes, ça s'affiche bien de votre côté. Alors Josh Minot, c'est un jeune, alors 20 ans. 20 ans, donc c'est un freshman qui est déjà un peu plus âgé que les autres. On se rappelle qu'il y a des mecs qui n'ont pas encore 19 ans qui vont se présenter à la draft. C'est un mec qui va jouer, alors là je l'ai mis 3-4, il est présenté comme un 2-3-4, mais pour moi à terme c'est vraiment un 3-4. Il joue du côté de Memphis, donc les Tigers qui sont une équipe qui chaque année, depuis maintenant, ça va être la troisième année, ouais, depuis, ouais, troisième année, qui vont présenter des gros prospects et qui vont essayer de les envoyer à la draft. C'est sous la houlette de coach Penny Hardaway, qui fait très bien la vitrine. On se rappelle de James Wiseman, on se rappelle de Precious Achiuwa, et maintenant on a notre ami, Jalen Duren et Money Bates, etc. Donc le niveau de jeu est pas incroyable parce que ça joue avec beaucoup de jeunes. C'est très peu organisé, mais ça fait très bien l'effet de vitrine. Il faut encadrer dans le contexte collectif. En termes de mensuration, pour passer rapidement sur les stats et les stats avancées, on a donc un ailier de 2m03, donc vous avez du 6-7, 6-8, une envergure assez intéressante de 2m21, donc un joueur qui est très très long, 92 kg, donc assez léger encore pour la taille qu'il fait. On voit sur le profil que c'est des muscles assez développés déjà, mais assez enfin, il est quand même monté fin, comme Romain aime bien le dire, avec voilà, un corps à épaissir au niveau supérieur. 29e de notre big board de l'an prochain pour regarder vite fait. Moi je sais que je l'ai entre 20 et 25, je crois, faut confirmer, je vous avoue. Je l'ai pas comme ça forcément tout de suite en tête au numéro près, donc où est-ce qu'il est notre ami? Il est 25e chez moi. Est-ce qu'il y a un copain qui l'a ou pas? Un autre. Alors je crois que c'est Alan ça. Ouais, c'est Alan, lui il l'a mis 33, 34e, donc on est à peu près dans le même range, hein. Vous savez, entre 20 et 40, 45 souvent c'est à peu près le même range. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sûr qu'il y aille à la draft. On est sur de l'hypothèse, on est sur un projet long terme. N'empêche que il est titulaire depuis maintenant 5 matchs. Il a, il joue de plus en plus, alors je suis même pas sûr que ce soit actualisé parce que je pense que c'était un peu plus que 5 matchs qu'il est titulaire, peut-être 7-8 matchs. Il joue 17 minutes par match, mais ça paraît c'est un temps de jeu qui progresse. On pourra regarder sur les game logs, maintenant il va jouer plus 25-30 minutes. Sur les stats brutes, c'est assez faible, on est à 7 points. On est à 4,5 rebonds, 1,2 passes, une steal, presque un bloc, 0,7 bloc et un turnover. Sur les pourcentages, vous êtes à 54% près du panier. On voit que c'est un joueur qui tire pas du tout à 3 points, 25%, un joueur 75% au niveau des lancers francs, 2,3 tentés par match. Donc il prend globalement un lancer franc pour 2 tirs et on va regarder ça un peu dans le profil développé. Euh, pour aller sur du stat avancé, on va voir sur ce site là, donc je vous mets ici avec le bot. Donc vous avez Hoopmat et Hoop Explorer qui sont les deux sites qu'on utilise nous chez Envergure majoritairement, et Bartovic aussi, mais moi j'utilise pas Bartovic, pour regarder un petit peu les stats avancées. Pour ceux qui débarquent pour la première fois, voilà comment ça marche. Hoopmat, vous avez globalement le nombre de tirs que prend chaque joueur, donc ça donne à peu près son importance dans l'équipe offensive qui est là. Vous avez son efficacité au global avec son efficacité, donc le true shooting percentage qu'on va regarder souvent. Et surtout ce qui nous intéresse, c'est que ce site nous donne la répartition des tirs, le pourcentage de tirs près du panier, les 2 points longs, les 3 points. Et à chaque fois, est-ce que le tir il est issu d'une passe décisive, ici, ici et ici, et enfin, quelle est sa réussite dans ce secteur-là. Donc par exemple, on regarde,
pour notre ami Josh Minot, il est le est-ce que je sais compter? Oui, la septième option offensive de l'équipe seulement, même si, comme je vous le dis, il prend de plus en plus d'importance dans l'équipe avec un temps de jeu qui grandit. Majoritairement, les tirs ils sont pris près du panier. On a plus de 2 tiers des tirs près du panier. Il y est efficace à 61%. Et dans 60% des cas, c'est issu d'une passe décisive. Donc c'est vraiment un joueur de finition près du cercle. On a un petit peu, pardon, ou une petit peu, c'est mon côté, je sais pas quel accent ça pourrait être, ou un petit peu. On a un peu de tir à mi-distance avec une efficacité, vous le voyez, assez faible et un peu plus de la moitié en catch and shoot. Très peu de tirs à 3 points où il est encore avec une efficacité assez faible, 25%. Donc ça c'est vraiment pas des chiffres très flamboyants. Et là c'est que du catch and shoot. Mais voilà, on a vu que c'est moins d'un tir par match, hein, c'est même quasi moins d'un tir sur tous les 2 matchs. Par contre, ce qui nous intéresse, qui dit joueur agressif près du panier, qui dit joueur qui prend beaucoup de tirs près du panier, ça va être de savoir si le joueur il peut faire tomber des lancers francs. Donc là vous voyez que des tirs pris près du panier, on est à 42% de free throw rate, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire la capacité à faire tomber des lancers francs pour le nombre de tirs tentés. Moi j'aime bien mettre en relation cette stat avec surtout le nombre de tirs pris près du panier. Si un joueur il a un free throw rate qui est très élevé alors qu'il prend peu de tirs près du cercle, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que même s'il n'y arrive pas, il trouve une faute. Là c'est un peu sur un profil intérieur classique. Quand il va auprès du panier, 76% de réussite, ce qui est vraiment pas mal. C'est pas élite, on voit qu'il y a des défauts de tir, mais il y a une base au lancer franc qui est quand même intéressante à 76% ici. Quand on regarde le profil statistique, la première chose qui nous marque, c'est qu'on se dit on va avoir un pivot. Et en fait, non, vous avez vu 2m03, 221 cm d'envergure, 92 kg, c'est vraiment un ailier fort, donc un ailier qui finisseur près du cercle explosif, athlétique. Normalement, quand je vous dis ces termes-là, ailier qui finit près du panier, athlétique, monté fin, il y a un nom qui vous revient en tête. Si vous l'avez dans le chat, essayez de deviner à qui je pense. Et quand on va mettre du clip, je pense que la comparaison va plus facilement revenir. En tout cas, je l'espère parce que c'est à lui que je pense directement. Alors, est-ce que c'est toujours bon ou pas? Dites-moi si vous êtes toujours là. J'ai un petit bug, j'ai l'impression sur mon retour perso. Hop, je vais actualiser mon stream. Si jamais ça bug chez vous, peut-être essayez de faire un petit F5. J'espère que je vous ai pas perdu. Alors je repasse là-dessus pour avoir mon chat le temps que moi je fasse actualiser sur mon deuxième écran. Alors est-ce que je vous ai toujours avec moi ou est-ce que ça a planté? Non, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon. Bon, écoutez, on va reprendre. J'espère que vous êtes toujours là. Sinon, bah, je parle dans le vide, mais c'est pas grave. Je suis prof de maternelle, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Hop, alors on repart. Parce que ma tête, ça nous intéresse très peu finalement quand on parle d'un joueur de basket. Donc, ouais, on disait profil plus intérieur alors qu'on est sur un poste d'ailier. Si on regarde maintenant sur Hoop Explorer, qui est notre deuxième site qu'on utilise très souvent, qui va nous montrer globalement la même chose mais avec du code couleur, donc moi j'aime bien. On voit ici, donc il faut descendre un petit peu pour Monsieur Minot, ici Minot, je sais pas exactement, c'est en fonction de, est-ce que vous voulez prononcer à la française ou à l'anglaise. Notre joueur il est là, on voit que près du panier, en termes d'efficacité, on a une efficacité qui est sur la moyenne haute de la ligue, donc moyenne haute de la première division NCAA. Par contre, dès qu'on s'éloigne du cercle, on est vraiment sur la moyenne très basse. Voilà, on est à 25% à mi-distance, à 3 points, pardon, 27,8% à mi-distance, donc des stats qui sont très faibles par rapport aux moyennes de la NCAA. Alors ouais, moi mon stream de mon côté galère un peu plus, donc je vais essayer de passer en qualité inférieure chez moi. Non, on peut pas. Ok, bon, à voir. À voir. Maintenant, on a fait un petit peu le tour là-dessus. On va passer du coup au clip. Hop là. Bon, je suis vraiment dans le flou pour savoir si ça fonctionne ou pas. Je vais essayer de mettre le son si vous avez un écho, je suis désolé, hein.
C'est quel site pour ça? Non, bah c'est bon, si lui qu'il est là, c'est que ça fonctionne. Merci Luc de ta présence. Tu étais mon seul espoir. Désolé pour cette ref ouais, avec laquelle on doit te faire chier assez souvent. C'est Hoop Explorer. Je te le remets ici. C'est le deuxième lien. Alors ouais, effectivement, j'avais pas vu sur mon Nightbot, alors je vous change ça tout de suite, pardon. Qu'en fait, il m'a collé les deux liens, ce qui est pas très utile. Hop, hop, ici. Donc, ressources là. Le mec est pas bon. Normalement, ça devrait être corrigé. Alors, je te mets ça ici. Bon, si la ref te gonfle pas, ça va. J'ai un humour tout pourri. Normalement, c'est un peu plus clair ou pas? Non, il veut pas. Ah, il aime pas trop ça, avoir deux commandes en même temps. Donc ouais, c'est Hoop Explorer. Si tu vois quand sur le truc ressources, c'est la deuxième. Et je peux te mettre, enfin tu mets Hoop et plus loin Explorer et tu le trouves assez facilement. Alors le site est pas hyper instinctif au premier abord, mais euh, mais normalement on s'y retrouve facilement. Donc pour les clips, je vous ai préparé ici. Vous avez vu, il y a des petites playlists. On va pas essayer de se faire une grosse playlist comme d'habitude, enfin un gros truc comme d'habitude. On va essayer de faire des playlists sur les domaines du jeu. Pour Minute, il est là. Je vous ai fait quatre petites playlists. Au départ, je vais la tourner en rond en parlant un peu dessus, et puis après on analysera du clip. Si vous avez la moindre remarque, la moindre question, vous n'hésitez pas. On fait freeze, on fait du retour en arrière. Le but c'est que ce soit interactif et cool pour vous. On va commencer avec la partie athlétique du joueur parce que c'est ce qui frappe le plus. J'attends que ça se lance et puis je pars. Ok, 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 ok. Alors, on va se mettre là en plein écran. Alors Josh Minot sur l'image, sur la vidéo, il porte le numéro 20 côté Memphis, donc il joue souvent en bleu, je vous le dirai si jamais il change. Donc on l'a là, on va être sur de la transition. Et en fait, c'est un athlète vraiment vertical, vraiment très très long. Ah oui, le parquet de Memphis, faut aimer, hein. Faut détester, c'est ce tigre là, moi j'avoue que ça me fait rire. Ça me rappelle les souvenirs d'Eric Rose, donc voilà, mais oui, très spécial. Donc vous voyez, c'est un athlète qui est vraiment très bouncy, qui monte très très haut, qui est très très long, qui peut finir au contact et qui est assez spectaculaire. En vérité, bon, je sais pas si ça vous fait penser ou pas à ce joueur quand vous le voyez. Moi, très rapidement, je vois Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. qui est sorti du NLV, qui est passé par les Blazers, qui est passé par Miami, qui maintenant joue du côté de Chicago, peut-être jusqu'à la fin de l'année ou pas, on va voir ça à la trade deadline, mais ce genre de profil qui, dans les années 2000, aurait joué poste 2, poste 3, et qui maintenant joue poste 4, voire poste 5, on a presque les mêmes mensurations, hein, 2m03, 220 cm d'envergure, c'est très très similaire. Euh, qui va être utilisé maintenant NBA comme un défenseur très polyvalent, hein, capable de tenir les postes 2, poste 3, poste 4, et qui va plus être utilisé en attaque sur de la pose d'écran, sur du roll et sur du démarquage loin du ballon. Josh Minot, ça va être clairement ça. Sur ses premières années, sur sa carrière, on peut très vite le projeter. On sait que en NBA maintenant, les ailiers, on leur demande de tirer. Il y a quand même quelques exceptions, et je pense que ça peut être une exception par ses qualités athlétiques, par sa polyvalence et par d'autres atouts dont on va voir. Voilà. On va regarder un petit peu les clips au fur et à mesure maintenant qu'on a fait tourner. Duren s'est fait éteindre contre Ole Miss. Ouais, alors Duren il s'est fait éteindre contre beaucoup d'équipes, hein. C'est un joueur qui est sur le courant alternatif, on va en parler juste après. Une fois qu'on aura fini Minute, Duren c'est un joueur qui est très jeune, hein, qui est très brut. Et donc on va pouvoir voir ça tout à l'heure. Il y a des points très positifs et il faut essayer de se concentrer là-dessus. Et oui, oui, on va souvent le voir se faire éteindre. Alors, on va remettre celui-là et on va mettre liste de lecture ici. Donc, on va au ralenti.
Alors sur les qualités athlétiques, il n'y a pas grand-chose à dire au ralenti en fait. Vous voyez que il peut partir au niveau des appuis, longueur de bras. Surtout moi, ce qui va m'intéresser sur cet athlète, ça va être deux choses. Sa capacité à rester en l'air longtemps et cette longueur de bras. Vous voyez entre la tête, les épaules et les mains, là, c'est vraiment très tentaculaire. Les ailiers que vous avez maintenant NBA, c'est ça, hein. Vraiment des tentacules. Donc même s'il fait 2 m 03 avec une wingspan à 2,21, il va pouvoir jouer sur des profils plus grands que lui. Regardez comment les mains arrivent par-dessus le cercle alors que la tête elle est sous le panier pour pouvoir aller finir en puissance avec une passe qui n'était pas exceptionnelle de notre ami Money Bates. Je crois que c'est Money Bates à la passe. Ouais, hop là. Alors au niveau de l'image, hein, vous savez, ici c'est encore le système D, on n'est pas sur Synergie, on est encore un peu pixelisé, donc là vous voyez encore une fois au niveau de l'athlète. Donc là c'est ça qu'on va pouvoir. Rob chez nous 2 m 03 est très vertical. Ouais, Robert Williams qui est pareil, qui a une envergure de ouf. Tu le connaîtras mieux que moi, mais je crois de mémoire qu'il a une envergure à 7,4, 7,6, donc on est entre à peu près 2,30 je crois d'envergure. Faut vérifier, mais c'est une anomalie physique totale. Robert Williams, on est vraiment là sur la pieuvre, beaucoup plus filiforme hein, que Rob Williams, mais donc voilà, là on monte très haut, regardez comment on va finir par-dessus le joueur, lui il est en train de lui respirer les aisselles actuellement, pendant qu'il se fait prendre dessus, voilà. Typiquement sur quoi on va attendre notre ami Derrick Jones Jr. sur et la petite célébration qui fait plaisir derrière. 2,27 d'envergure, donc on est à 7,3, ça fait 2,21, donc t'es à 7,5, 7,5 d'envergure, c'est ça. Donc voilà, on voit que c'est sur un joueur sur de la transition, il va être létal, sur du cut loin du ballon, sur du cut backdoor, il va être létal, sur du rebond offensif, il va être létal. Voilà, on a encore un cut dans l'axe. Là, ce que j'aime bien, c'est le putback. Voilà, je monte très très haut, je finis. Ça, il pourra apporter en NBA. Et pareil ici, là sur le second saut. Non, là encore un putback ici, un peu moins écrasé. Et un troisième. Et voilà, là le Songoso. Donc ça qui m'intéresse aussi quand on parle d'un athlète, sa capacité quand je vais au rebond à pouvoir remonter très très vite. Parce qu'il est long et parce qu'il est bouncy. Donc voilà, là je suis au sol et je remonte plus vite que n'importe qui pour pouvoir finir par-dessus. Ça c'est les qualités athlétiques du garçon, juste sur l'explosivité. Hein, on parle pas ici du premier pas, on parle pas encore de la mobilité latérale et de la puissance physique. Hein, je suis vraiment sur le profil verticalité. On regardera le reste dans les autres compartiments du jeu, mais on voit que ça peut être une menace aérienne en NBA. Ça lui risque pas de poser un souci d'être aussi frêle, même si en NBA il prendra vite. Si, clairement, sur la première, deuxième, troisième année, il va falloir prendre de la masse. C'est pour ça aussi que certains pensent qu'il va attendre un petit peu, c'est parce qu'il est encore très très frêle. Là, on est sur vraiment du projet, comment dire, un petit peu prématuré. Moi, sur le profil, en fait, comme je vais pas lui demander énormément de choses et qu'il a des petits skills en plus, j'y vais dès cette année, mais il pourrait faire un an de plus en NCA, ça lui poserait pas de problème. Faut que je regarde, si on va regarder avec vous, on en profite. Vraiment, comme j'ai fait la comparaison de Derrick Jones Jr., parce que je l'aime beaucoup, faut que je regarde le poids du garçon. On va le faire ensemble en même temps. Wait, hop, on va regarder ça. Vous voyez, ouais, je joue à 95 kilos. Ça me paraît pas déconnant 95 kilos. Voilà, vous avez vu Derek Jones Jr. 1,98 donc un peu plus petit, 2,13 m d'envergure donc un peu moins long quand même et 95 kilos. Donc on est à peu près sur le même morphotype. Et ce joueur-là en NBA actuellement parce qu'il a développé beaucoup au niveau de la ceinture abdominale et le haut du corps, euh, tient clairement sur du poste 3, poste 4. Donc voilà, je pense que c'est la comparaison. Alors il me propose toujours des bulls en plus, moi qui regarde les bulls forcément. Mais, euh, mais voilà, sur ce profil un peu filiforme, qu'il va falloir quand même développer, tu as raison. Maintenant on va passer au deuxième axe de ce joueur dont je voulais vous parler, ça va être sa défense. Parce que je vous ai montré un attaquant, enfin plutôt un attaquant, un athlète, un finisseur,
Mais on va devoir regarder maintenant la défense parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Valentin, tu nous dis quoi? Le 5 de Memphis, je crois que c'est 4 freshmen, un sophomore. En soi, ils peuvent tous se dire, ok, on reste un an de plus pour tenter quelque chose. C'est une équipe talentueuse et très jeune. Ouais, bah en fait, c'est le but de Penny, hein, c'est de vendre des joueurs. Et la plupart de ces sophomores, en fait, ils partent dans d'autres équipes. Moussa Cissé l'an dernier est parti du côté d'Oklahoma State. DJ Jeffries est parti à Mississippi State. Donc il y en a très peu qui restent. Boogie Ellis est parti aussi côté USC. Donc voilà, on est sur du turnover, on est sur le modèle Kentucky, sur le modèle Duke des dernières années, envoyer le plus de mecs à la draft, et si ça marche pas, on s'en débarrasse. Là dans le 5, vous avez Emoni Bates, freshman qui est très jeune. Vous avez, tiens, je peux lancer ça en attendant, c'est pas grave, on peut discuter en même temps qu'on regarde la vidéo. Emoni Bates donc, qui est très jeune, qui devrait être en lycée. Jalen Duran qui devrait être au lycée. Du coup, vous avez maintenant Minot qui freshman. Vous avez Touk 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 Lester Quinones et ses shorts méga courts qui lui est junior. Donc c'est le vétéran de l'équipe entre guillemets, et ça change après pour le poste 2-3 titulaire en ce moment. Je crois que c'est Harris le 14, et lui je sais plus s'il est freshman ou sophomore, mais c'est une équipe très très jeune. C'est une équipe très très jeune. Donc côté défensif, qu'est-ce qu'on va regarder sur ces clips là, sur ces séquences là? C'est sa polyvalence, cette longueur de bras encore une fois pour aller contester les tirs, cette capacité à apporter du second rideau. Vous allez voir que c'est un joueur qui est bon dans la rotation près du panier, cette capacité à apporter des blocs sur second rideau aussi, et puis des mains très très actives. C'est vraiment des mains agressives sur le ballon. C'est pas un joueur qui va essayer de gamble la ligne de passe. Il va pas se projeter en avant pour faire l'interception. C'est vraiment, ça se passe sur l'homme. Il utilise ses longs segments pour pouvoir créer une interception, une perte de balle. Donc voilà, actif sur l'homme, actif dans la trappe et bon dans les rotations. Ils disent que moi je vais attendre d'un joueur de ce style-là en NBA, tout simplement. Donc on va pouvoir se lancer ça. On va se faire tous les clips. Alors faut qu'on se rappelle. Hop là, ici, vue liste de lecture. Hop. Donc au départ, sur quoi on va le regarder, notre numéro 20. Alors voilà, toute cette séquence là, je vous la mets en entier. Jeffries très bon à Mississippi State, ouais ouais. Et Mississippi State, pardon, équipe à regarder avec Iverson Molinar entre autres, et Rocket Watts qui est parti de Michigan State, etc. Donc équipe sous côté, très peu regardée parce que pas sexy mais intéressante. Donc là vous allez voir qu'il va y avoir une aide sous le panier, on va compenser une faille dans le pick and roll, on va close out, on va tenir latéralement un drive et provoquer une perte de balle. Ça, c'est l'exemple typique de ce que peut représenter Minot en défense sur une séquence entière. Donc vous l'avez ici. Il vient compenser pick and roll la faille, il voit tout de suite la passe à l'opposé. Je tiens latéralement sans sauter dans la fat, je tiens au contact, je bouge et je crois que la perte de balle est la réaction derrière de col bleu de guerrier. Donc on se la refait encore une fois, mais au ralenti pour profiter du QI basket défensif d'un joueur aussi jeune. Donc là vous voyez, pick and roll, il y a un roll, je viens aider. Tout de suite je vois la passe dans le kick qui va arriver. Je me jette un petit peu mais je tiens vite sur mes appuis parce que bel athlète, et je tiens latéralement au contact sans faire la faute. J'oriente au niveau du pivot et je provoque la perte de balle. Voilà, ça c'est une séquence parfaite défensive de ce qu'on peut avoir de cet ailier là. Alors c'est pas toujours aussi bien, mais ça c'est vraiment sur quoi on peut le projeter. Ici vous avez une aide côté faible, et je vais pouvoir sur un pivot apporter un bloc et amener une transition derrière parce que je suis très long, parce que je suis athlétique et que je suis pas encore, alors un peu de naïveté, mais là il se fait passer pareil le bloc par derrière sur un profil plus grand que lui, plus puissant que lui. Donc là on est en couverture, alors pardon, mais vous me dites hein, si je coupe trop. Sur cette séquence, regardez comment on va être en couverture, on va être devant mon attaquant pour protéger le drive si jamais il y a un drive au panier, et ensuite très vite je vais me repositionner et je vous la laisse. Donc là regardez, il se met devant pour protéger,
il regarde son attaquant et il vient provoquer une perte de balle avec une aide sous le panier sans provoquer la faute. Ici, il est là. Là maintenant, on va passer sur de la longueur de bras. Donc là, en close-out, je suis très très long, main active, je provoque la perte de balle, je transmets et normalement il y a un lay-up, sauf que là mon porteur de balle va faire une grosse brique, donc j'ai coupé. Ici, la capacité à rester sur l'action, vous voyez d'où il part. Hop, je vous la remets ici. Ouais, on va essayer de friser. À lire, alors la passe elle est pas de qualité, hein. Dans le alley-oop, on est là, en élévation, ma longueur de bras, et je vais pouvoir provoquer une interception ici, et derrière lancer la transition en rendant rapidement à mon porteur de balle. Couverture pick and roll où il joue 5, petit 5. Là je vais défendre poste bas et encore une fois par cette longueur de bras je vais provoquer une perte de balle dans l'interception. Donc vraiment une belle utilisation de la longueur de ces longs segments, de ces tentacules pour pouvoir créer une situation favorable pour son équipe défensivement. Ici je suis dans de la trappe, les mains encore une fois actives, en longueur, je suis agressif, une teigne et je reviens derrière et je vais provoquer le marché du porteur de balle. Là on est encore sur du pivot. En plus il est communicant, vous voyez qu'il communique bien. Et là cette fois-ci cette longueur, regardez-moi ça. Insupportable pour l'attaquant, cette longueur de bras pour aller contester le tir. Ici. Hop. Alors j'avance image par image. Donc là il y a un écart qui est créé par le porteur de balle qui va s'arrêter pour prendre un pull-up. Il croit qu'il a fait l'écart. Et là sans la faute, regardez les pieds, la distance entre les pieds et la main. Là il y a un théorème de Pythagore, hein, messieurs dames. Là clairement ça c'est l'hypoténuse. AB au carré plus BC au carré égale t'es dans la merde au carré, hein. Là clairement ça, ça j'achète. Théorème de Pythagore, hein, tout simplement. Voilà, on est là pour réviser les maths aussi, ça me fait plaisir. Vous allez avoir une nouvelle contestation sur de la longueur, encore une fois. Ici, hop, je la frise. L'écart entre les pieds et la main. I believe I can fly. Pour aller contester un tir de la part du porteur de balle. Voilà, vous l'avez compris, hein, globalement, un joueur qui peut switcher sur plusieurs postes. On a vu sur des plus petits, il a une bonne mobilité latérale, une bonne rotation au niveau des hanches. Alors ici c'est une séquence un peu particulaire, donc on reviendra dessus après. Une belle mobilité latérale, une bonne rotation des hanches, capable de tenir les drives des extérieurs. Même si il fait que 92 kg, il est assez puissant pour tenir au contact des profils un peu plus grands. On va devoir rajouter du poids sur ce corps, évidemment au niveau supérieur, pour pouvoir tenir peut-être des 3, des 4. On a quelqu'un de très très long pour contester les tirs, même des extérieurs qui créent un écart. On a une capacité à porter en second rideau sous le panier et à faire des rotations et close-out derrière. Donc voilà, c'est vraiment du NBA moderne défensif. Défensif encore une fois. Donc quand je vous dis Derrick Jones Jr, on est là-dedans. Si vous avez d'autres exemples de joueurs comme ça qui fera dans votre équipe NBA que vous kiffez, ou des joueurs dont vous êtes amoureux tout simplement, ou qui vous viennent en tête, vous me dites. Il y a un peu de PJ Dozier en défense aussi. Vous voyez, ce genre de mecs qui sont très très longs et qui jouent plus grand que ce qu'ils sont vraiment. Là sur la séquence qui va suivre, c'est pas de la défense mais c'est en lien avec l'écran, le corps, la protection, le QI, etc. Ça va être cette capacité sur de la transition à mettre son corps en opposition pour empêcher l'aide défensive. Alors je suis pas sûr d'être très clair, je vais vous la mettre en vitesse normale. Quelque chose que fait très bien Steven Adams, que fait très bien Daniel Tice pour protéger le lay-up. Alors ça paraît tout con, souvent c'est pas vu, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi. J'appelle ça pin down screen, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le terme qui convienne. Pin down screen c'est plus un écran en bas, c'est quelqu'un le terme tactique, je suis preneur, scientifique. Vous voyez ici, en fait il va mettre son corps en opposition sur le rim protecteur adverse pour l'empêcher de venir aider justement pour contenir le drive et l'empêcher d'aller au bloc ici. Donc là il voit qu'il y a un drive, c'est très bouché. Bon bah tout simplement je vais mettre mon corps en opposition ici, je vais empêcher l'aide de la part de l'intérieur
et je vais pour le layup. Voilà, c'est pas vraiment de la défense, mais j'avais envie de le rentrer dans cette partie-là. Hop là, donc on va passer à l'attaque. Alors là, il y a une séquence ici, donc elle a peut-être été mal rangée. On va l'ouvrir ici. On va passer à la partie sur le dribble et sur le tir, et là tout de suite ça va être beaucoup moins sexy. Hein, si ce joueur il driblait, il tirait aussi, on en ferait un lot tripique. Malheureusement, il y a des défauts. Je vais vous les laisser d'abord en vitesse réelle et en pour tourner. Le problème de ce gars, alors il va y avoir des séquences positives, hein, mais le problème de ce gars c'est son dribble. Vous allez voir un dribble très très haut, un dribble avec peu de variation. C'est pas un joueur qui est capable de changer de direction quand il y a une défense placée. C'est pas un joueur qui est capable d'accélérer dans son drive ou de ralentir dans son drive. Il change pas de vitesse. Pas capable non plus. Il n'a pas un premier pas explosif, donc il va pas prendre de vitesse un défenseur direct. C'est vraiment des mouvements très très uniformes. Donc là, vous allez avoir sous les yeux un lay-up incroyable. Euh, je sais pas si c'est de la luck ou du talent, il y a un peu des deux. Il est très haut en attaque, voilà, il est très très haut en attaque. C'est de la finition près du cercle. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a du toucher. Vous allez voir qu'au niveau des lay-up, il utilise bien sa longueur pour trouver des angles avec la planche intéressants. Vous allez voir qu'il essaye de se contorsionner en l'air pour trouver des angles hyper intéressants. Donc là-dessus, je suis optimiste. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais acheter chez lui cette capacité, voilà, à pouvoir se créer son espace dans les airs et à contourner les défenses. Si je prends pas le dessus physiquement, mais c'est pas un joueur qui va créer. C'est pas un joueur qui va jouer le pick and roll, c'est pas un joueur qui va prendre une ISO, c'est pas un joueur qui va vous pull up sur la tête. Hein, voilà, faut vraiment le voir comme un finisseur d'action. C'est pas grave hein, que d'être un finisseur d'action, il y a des gens qui le font très bien en NBA, il n'y a pas besoin de. Enfin, tout le monde ne doit pas dribbler dans une équipe. En vrai, en vérité, il n'y a que deux trois joueurs qui le font, et souvent il y en a un qui le fait mal. Lui, ça va pas ce qu'on va lui demander. Est-ce que ça le baisse dans ma mock? Moi j'aime bien avoir dans ma loterie effectivement des créateurs ou des profils très très atypiques, donc voilà c'est pour ça qu'il va pas être loterie, et surtout avec le tir. Euh, mais faut pas se tromper dans le profil. N'ayez pas à la fin de ce live une image d'un créateur balle en main, c'est pas ça. On essaie d'être objectif. Vous avez vraiment un finisseur d'action. Voilà, maintenant que c'est un peu présenté, on va pouvoir regarder du clip dans le détail. Avec ce layup formidable, entre autres. Alors normalement ça doit être la première, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Liste de lecture, ouais, c'est la première, c'est ça. Donc, ici, vous allez voir sa capacité à trouver un angle avec sa longueur de bras. Je crois que c'est ce clip-là. Avec sa longueur de bras, trouver un angle avec la planche qui lui permet de marquer en efficacité. Drive main droite, vous avez vu que c'est très uniforme. Et là, par ma longueur, je vais trouver un angle très très haut. Et je vais du coup me protéger mon ballon du défenseur direct. Donc je vais friser. Donc la drive main droite uniforme, il n'y a pas de variation. Hop là. Il y a une bonne protection de cercle qui vient ici. Je suis très long. Regardez comment il va s'élever. Il va contourner. Il va finir largement au-dessus du défenseur pour déposer ce ballon et terminer. Ça, je suis amoureux de ces lay-up là. Il le fait vraiment bien. Il va pas essayer d'écraser malgré les qualités athlétiques. Il essaie d'y aller en finesse. Ici, sur de la transition, on va être sur un petit Eurostep. Donc sur de la transition, il montre déjà quelques tentatives de variation de rythme, mais le drill n'est pas très assuré. Ici, on est sur une remise en jeu dans l'axe, alors ça va très vite, mais avec finition main gauche. Ça, toujours important quand on regarde un prospect. Est-ce qu'il peut finir des deux mains? Minote, pour l'instant, il montre. Vous voyez ici, on finit à une main, main gauche, malgré des pixels, hein, je suis désolé pour ça. Qui peut finir des deux mains. Maintenant, je pense qu'on va partir sur les défauts avec le dribble haut. Ouais, je pense que c'est celui-là. Donc vous voyez comment le dribble est très très haut, hein. C'est pas un dribble assuré, il monte largement la balle. Et là, ouais, on trouve ce lay-up incroyable. Encore une fois, ces tentacules pour, euh, pour faire le tour de la défense. Regardez-moi ça. Formidable. Je sais pas si enfin, si c'est un coup de chance ou pas, mais cette grande enroulée là en termes de lay-up hyper esthétique, absolument formidable. Ça, il le développe un petit peu, ça peut vraiment en faire des beaux highlights. Maintenant, on rentre sur les défauts, vous voyez
Comme le dribble n'est pas assuré et que le corps est très très fin, on prend pas le dessus physiquement et donc sur un défenseur qui est capable de me tenir en face, je vais tout de suite être en difficulté. C'est pas son jeu de partir drive main droite depuis la ligne à 3 points. Là le drive il est uniforme et du coup contesté et derrière on va pas réussir à trouver un panier en efficacité. Là encore une fois regardez le dribble il va être très très haut et pas du tout assuré, il panique un petit peu, il y a de la pression au niveau des défenseurs et je finis n'importe comment. Il trouvera une faute sur cette séquence là mais en NBA il sera juste une perte de balle ou un lay-up raté. Je vous l'ai mis en vitesse réelle pour que vous vous rendiez compte mais le dribble il est pas du tout assuré. Il y a un manque total de contrôle, c'est pas ça qu'on va attendre de lui. Ici je pose des écrans end-off. Et encore un petit défaut qu'il peut avoir, alors c'est un excellent dunker, c'est un bon athlète, mais là le ballon est trop bas. Il peut redescendre son ballon, il va devoir apprendre à protéger sa balle euh, pour ne pas se faire contrer comme ça au niveau supérieur. Voilà. Maintenant on va rentrer dans le tir je pense. Ouais. Donc le tir c'est vraiment ce qu'on n'achète pas. Hop là, une mécanique, on peut le dire qui est dégueulasse. Je vous la mets au ralenti en 0,5 ici. C'est pas du tout en fluidité. Regardez au niveau de. C'est une balle qui est poussée. Vous voyez, c'est poussé en avant. Plus que le geste il n'est pas accompagné, il n'y a pas de fouetté. Et on a vu 25% de réussite à 3 points, 27% à mi-distance. Là encore une fois à 3 points, regardez le geste. C'est poussé en avant. C'est pas accompagné, c'est très cassé. Le tir est totalement à refaire hein, chez Josh Minott. Est-ce que ça peut être un tireur en NBA? En tout cas, alors là, il tente un pull-up à 3 points, ça ne rentrera pas, même si la mécanique est un peu mieux, parce que c'est pas régulier en plus. Est-ce que ça peut être un tireur en NBA de pull-up? C'est sûr que non. En cas de change, va falloir travailler, va falloir revoir les bases, et je pense qu'on n'aura pas un tir efficace avant la troisième, quatrième année, si un jour ça arrive. Je suis pas sûr, j'achète pas du tout le tir chez Josh Minott. Il y a du toucher, mais en termes de tir, j'achète pas. Alors au lancer franc, il est à 75% de réussite, ce qui est intéressant. Et vous voyez qu'au lancer franc, la mécanique, elle est beaucoup plus correcte. Alors là, il le rate, mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment que le geste. Bon, alors il y a un peu de poussée, mais c'est quand même un peu plus propre. C'est pas ce jeter de balle en avant comme on peut avoir chez les enfants. Vous savez, les petits, quand ils commencent le basket, ils peuvent pas tirer, on pousse avec les deux mains en avant pour essayer de marquer le tir de Joachim Noah, quoi. Voilà, lui, le tir à 3 points de Joachim Noah, c'est pas possible. Donc au lancer franc, c'est un peu plus régu. Et donc ce qui explique peut-être aussi 75% de réussite. Voilà. Donc voilà, on est revenu sur la première séquence. Donc on va pouvoir passer à la dernière phase, le bonus. Le bonus de Josh Minott, il y a quelque chose qui fait très très bien, bien mieux que Derrick Jones Jr. à qui je le compare, et qui fait que je l'ai au premier tour aussi, c'est une capacité de passe. Il a une vraie qualité de passe, ce joueur, on va pouvoir garder ça. Capable de trouver tout de suite le joueur ouvert, capable de transmettre, capable de kick dans le corner, capable de passer poste bas, avec des passes qui peuvent être au sol, des passes qui peuvent être directes, des passes qui peuvent être lobées. Voilà, c'est un joueur qui est un vrai bon passeur, c'est assez surprenant vu le poste, pourtant il n'a pas joué meneur de jeu, mais il a ce feeling là. Et moi j'aime bien avoir des bons passeurs dans mes équipes. Avoir un mec qui fluidifie le jeu, j'achète toujours plus. Donc lui il va être capable en NBA sur un renversement. Je fais un pick and roll poseur d'écran, je roll au panier, il y a une bonne défense, je kick dans le corner. J'ai un mismatch sur un joueur plus petit que moi, je l'attaque dos au cercle, et s'il y a un code je transmets. Sur de la transition, j'ai pris le rebond, j'ai fait un bloc, et ben je transmets directement à mon meneur rapidement ou au mec ouvert devant moi. Voilà, tout simplement. C'est un gars qui va rendre une équipe, une attaque meilleure quand il a la balle en main sur des très courtes séquences. Maintenant on va pouvoir regarder ça ensemble, je vous les ai laissé tourner les clips tous tournés au moins une fois. Et puis on va regarder ça tranquillement. Alors, notre dernière playlist avant d'aller sur Jalen Duren, peut-être le joueur qui vous intéresse le plus ce soir et je vous comprends. Si vous avez du bruit, c'est qu'un de mes petits, vous avez l'habitude maintenant, qui est en train de me démolir mon meuble, un pur bonheur.
Minot, je le vois pas être dans un 5 titulaire de milieu au tableau. Alors en fait, même avec la progression technique qu'on fait sur la saison prochaine, alors c'est un projet à long terme, hein, effectivement. Quand tu vas dans le spot 20, 30, 40, comme Alan et moi on l'a mis, t'achètes pas un titulaire. Tu vas acheter un bon backup NBA et t'espères en faire un bon backup NBA. Donc on est plus sur une rotation, poste 3, 4, profil défensif, bah, comme Derrick Jones Jr. en fait, comme le role killer NBA, plutôt qu'un titulaire. Si le tir rentre, si le tir à 3 points se met en place, on peut avoir un titulaire NBA peut-être, mais on est vraiment plus sur un 7ème, 8ème homme qui va faire les sales missions défensives, qui va mettre de l'intensité, qui va mettre du jus, qui va mettre du rebond. Voilà. Et qui va faire peut-être un dunk contest. C'est ça l'objectif. Alors, on est reparti du coup pour la passe. Donc là, on va faire une passe en transition, un truc tout simple, hein, je la mets au ralenti. Euh, il va capter le rebond et tout de suite, je vais envoyer loin devant dans la pocket pour mon joueur qui est parti devant. Voilà, capable de faire ça. Ici, en kick dans le corner. Alors, il va récupérer le ballon ici. Voilà, il y a une prise à deux, il y a une trappe et je trouve mon joueur ouvert sous le panier. Là, il est sous pression. Il peut pas dribbler, il peut pas tirer. Donc qu'est-ce que je fais? Belle lecture de jeu par-dessus parce que j'ai des bras tentaculaires. Je suis capable de trouver par-dessus la défense une passe ouverte pour le joueur sous le panier. Donc pour l'instant rien de flamboyant, mais tout simplement un passeur fonctionnel qui rend l'équipe meilleure. Là on est voilà en transition, comme je vous disais, j'ai récupéré le rebond, je peux kicker dans le corner sur mon tireur ouvert. Encore une fois, rien de fantastique, mais tout simplement efficace. Là on est sur un peu de la passe de plus haut niveau. Donc on se la refait. Je vais être sur du... Je vais récupérer le ballon, je vais pouvoir attaquer le cercle sur un espace. Je freeze. Je contourne la défense par encore mes bras. Je vais répéter 45 fois le mot tentaculaire, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir chez Josh Minot, hein. C'est une longueur incroyable. Je contourne la défense et je vais trouver mon pivot sous le panier pour trouver... Alors ici un layup pour un niveau supérieur, un dunk. Là on est sur de la transition. Là ça va être une passe au sol dans le bon angle. Regardez l'angle de passe pour Emoni Bates, il est parfait. Avec trois défenseurs, je vous le remets une fois. Cet angle de passe, on va essayer de le trouver en stop. Parce que beaucoup de mecs, même en NBA, ratent, hein, ou ne prennent pas. Ils vont aller main gauche tout seul au panier. Là, j'ai un petit triangle des Bermudes ici. Et je vais la projeter en avant là où le mec doit être. Passe au sol, contrôlé. Et ça fait layup. Donc là, passe au sol, poste bas. Encore une fois, une merveille. Pour un cut dans l'axe. Donc ça encore, que je vous dis, ici un mismatch sur un extérieur. Là encore la même, poste bas, à deux mains. Si un mismatch sur un extérieur, que je prends l'avantage et qu'il y a un cut dans l'axe ou un joueur vers 3 points, il le trouvera. Une troisième, une passe, cette fois-ci par-dessus. Alors celle-là, elle est pas, le timing n'est pas exceptionnel, mais sur un athlète supérieur, on pourra avoir un dunk. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement un passeur au-dessus de la moyenne. Et comme pas mal de membres chez Envergure, un mec qui peut passer en plus, ça nous fait un peu tout de suite un peu tilter, ça nous fait un peu kiffer. Et donc on va le monter. Je pense que Alan et moi là-dessus on est assez similaires. Les mecs qui peuvent passer, alors que c'est pas leur rôle de base, ça nous donne un skills de plus parce qu'un bon passeur c'est toujours utile dans une équipe, c'est jamais négatif. Voilà pour Josh Minot. Écoutez, je vais vous laisser tourner ça en boucle. Les passes, voilà, hein. Je vous présente Magic Johnson, hein, on est dans de la malhonnêteté complète. Je vais profiter de ce moment-là pour faire un petit tweet pour les gens, pour leur dire qu'on est toujours en live. Et on va passer sur Jalen Duren tranquillement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me dites ce que vous pensez du gars, ce que vous pensez du joueur, et par rapport à ce que vous avez regardé sur de la NCA, par rapport à votre expérience sur les drafts d'avant, comment est-ce que vous valuez vous le profil, qu'est-ce que vous aimez moins, est-ce que vous y allez ou pas, tout simplement. Et je vous retrouve
dans 10 secondes pour pouvoir faire un petit tweet. Enfin, je vous dis 10 secondes, mais je suis un menteur, hein, je suis un vieux. Moi, je tape à une main en plus. Ok, c'est bon. Vous avez vu, j'ai mis 45 secondes. Vraiment le papy. Et alors, pour ceux qui nous rejoignent, hop, la petite commande dans le chat. On parle de notre ami, maintenant on avait parlé de Josh Mino, alors non, player avec un sans S, imbécile. Voilà, on parle maintenant de Jalen Duren, alors si vous nous rejoignez, vous savez que vous pouvez trouver notre board ici, que vous pouvez écouter nos podcasts sur toutes ces plateformes-là, c'est incroyable. YouTube, Spotify, vous avez Deezer, Podcast Addict, Amazon, Apple. Normalement, vous avez forcément une plateforme qui vous correspond. C'est sorti régulièrement. Vous pouvez retrouver du coup nos comptes Twitter ici. Alors il y a le compte Twitter envergure, il y a le mien si jamais ça vous intéresse, hein, c'est beaucoup moins riche que qu'envergure. Je fais juste des petits clips, je présente des gars, je parle de tranquillement et j'insulte un peu trop souvent les arbitres au goût de ma chère et tendre et elle a bien raison. Voilà, c'est si jamais ça vous donne l'envie d'eux. Euh, N'hésitez pas si vous arrivez sur le stream à follow la chaîne Envergure pour pas rater un seul de nos lives. Normalement on live tous les vendredis soirs, 21h, 21h30 la semaine prochaine. Je tease, alors j'espère que ça va se faire parce que sinon je tease dans le vide. Mais ce sera avec Alan Guillou, mon compère de toujours sur la plateforme Twitch, et on parlera de Josh Giddey. On l'avait promis, ça a mis 10 ans, mais ça arrive la semaine prochaine. Joe, si t'es là, c'est pour toi. On fait Josh Giddey la semaine prochaine, et on fera aussi, rien que ça, notre ami Chet Holmgren, le candidat au first pick de draft, avec entre autres Paolo Banchero et pour certains Jabari Smith ou autres si vous avez envie de mettre quelqu'un d'autre. Donc voilà, énorme programme vendredi prochain. Ce sera à 21h, 21h30, sûrement 21h. Et on va faire Josh Giddey et Chet Holmgren. Donc soyez là. Maintenant, trêve de bavardage, trêve de projection sur la comète. C'est pas du tout ça l'expression, mais c'est pas grave. Jabari, quelle fraude. Et ben écoute, il y a des gens qui sont très très chauds dessus. Moi j'ai prévu un live fou sur Jabari où je me suis fait du film High School si vous voulez sur Jabari Smith. Il y a un article que j'ai écrit sur, sur sa projection. Est-ce que c'est un poste 4? Est-ce que c'est un poste 5? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est aucun des deux? Vous allez sur envergure.co. On parle de Shannon Sharp et là vous avez un article. Jabari Smith, quel est son vrai poste? Je me suis tapé du film au lycée, c'était un enfer. Voilà, si jamais vous avez envie de partager ma souffrance, ou de lire en tout cas le résultat de mes larmes avec cette image incroyable qui nous vient de la FIBA. USA Basketball, c'est ici. Maintenant, trêve de bavardage sur Jabari Smith, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Jalen Duren, un autre pivot, en tout cas notre intérieur, dans un style très différent. Alors Jalen Duren, on l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui normalement aurait dû être en high school. Vous voyez, 18,2 ans, beaucoup plus jeune que les mecs au-dessus qui ont quasiment 20 ans ou bien qui vont avoir 19 ans. Il aurait dû être en high school, il a réussi à venir gratter une année pour jouer en NCAA du côté de Memphis. Et lui, comme il aura moins de 19 ans, moins de la draft, il pourra aller en NBA pour inscrire son nom à la draft. On l'a sur le consensus 8ème de notre board. Alex la 6ème par exemple, Ben la 8, Alan la 12, parce que vous savez qu'il déteste les pivots, et moi je suis encore pire que lui, je l'ai 13. Donc fan de ma loterie, on a un petit écart, vous avez un article qui est écrit dessus par Alan justement. Jalen Frodbis, écoute,
écoute, tu me diras à la fin de ce live ce que t'en penses, est-ce que ça va être une fraude ou pas. Moi, à mon avis, il a pas mal évolué sur le joueur. Et de toute façon, j'ai Manu, hein, Emmanuel, le, le lièvre qui est un ancien d'envergure, qui me tanne pour dire que c'est un phénomène. Donc, je suis sous la pression, messieurs, dames, aujourd'hui. Euh, donc voilà, Jalen Duren, que vous l'avez ici, 18,2 ans, 2 m 11, 226 cm d'envergure, donc vous êtes sur du 7 pieds 4 si vous êtes dans les systèmes métriques américains. 113 kg, c'est typiquement le pivot NBA, hein. 2 m 11, 113 kg, c'est le pivot NBA. Vous prenez votre pivot titulaire, sauf si vous êtes fan des Celtics et que vous avez un petit pivot, mais vous prenez votre pivot titulaire, il y a franchement 3 chances sur 4 qu'il fasse 2 m 11, 113 kg. C'est classique. Maintenant, ce qui est moins classique, c'est le bestiau physique de l'athlète. Alors, en termes de stats, vous le voyez, côté Memphis, il a tout de suite été titularisé. On est là pour vendre un produit, donc on vend Jalen Duren, on le met titulaire dès son départ, 25 minutes par match. Donc c'est un joueur qui joue 25 sur les 40 minutes, donc un temps de jeu assez conséquent pour un pivot première année. En termes de stats brutes, et brut c'est bien pour Jalen Duren, on est sur du 11 points, on est sur du 7,3 rebonds, sachant qu'on joue avec d'autres intérieurs, même si c'est lui le vrai pivot, mais on joue avec d'autres intérieurs sur le terrain. 1,2 passes, on va en parler de la passe. 0,7 steal, 2,5 blocs, donc hein, une machine au contre. 2 pertes de balles par match, ça aussi on va revenir dessus, et 2,7 fautes. Ce qui va m'intéresser sur ces 2,7 fautes, excusez-moi hein, pour les bruits de bouche, les bruits de nez, je suis un peu pris en haut. Sur les 2,5 fautes, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un joueur qui est très jeune, dont on s'est beaucoup moqué pour ses errances défensives, pour ses erreurs, etc. N'empêche qu'il reste sur le terrain. On se rappelle Moussa Cissé l'an dernier, qui est arrivé à Memphis comme aussi le pivot prodige, faisait 4 fautes en 10 minutes. Salut Naël, bienvenue, installe-toi tranquillement, on parle de Jalen Duren actuellement, présentement, comme dirait Ben. Donc oui, Moussa Cissé qui était jeune aussi faisait beaucoup plus de fautes. Jaren Jackson Jr. faisait beaucoup plus de fautes. Voilà, lui, il a la capacité quand même à rester sur le terrain avec un bon temps de jeu. Pour les stats avancées, l'avantage, pardon, c'est que j'ai pas besoin de changer de page puisqu'on est toujours du côté de Memphis. Alors, c'est la cinquième option offensive de l'équipe en soi, dans les chiffres. Maintenant, c'est une des clés principales de l'attaque. Vous voyez dans la répartition des tirs, on a un joueur qui va être très concentré sur le panier. Plus de 75% des tirs pris près du panier avec une belle efficacité, 63% de réussite, ce qui est bon sans être excellent, mais on va voir ça après. La plupart de ces tirs sont pris après une passe décisive, c'est pas un joueur de poste bas, c'est pas un joueur qui va euh, comme à la Joel Embiid d'essayer de vous prendre poste bas et de créer un petit bras roulé, un petit fadeaway. C'est plus un finisseur d'action, un joueur qui va mettre du roll et qui va terminer fort au panier. On a le reste de ces tirs qui sont pris à mi-distance avec une belle efficacité à mi-distance. Alors, au début de saison, il n'y avait quasiment pas de tirs. Quelque chose, moi, qui m'inquiétait, alors que quand je suis allé me renseigner, parce que Manu m'a dit, va regarder du high school, effectivement, au lycée, il prenait beaucoup de tirs à mi-distance, il jouait avec un autre intérieur. Donc, on retrouvait ces tirs avec une belle efficacité, quand même 36% sur du 2 points long, 50% seulement après une passe décisive, c'est-à-dire que c'est un joueur qui aime quand il va récupérer la balle face au cercle, face-up, pull-up, jumper, donc quelque chose d'intéressant. Pas de tir à 3 points pour l'instant. Est-ce qu'à terme il y en aura? C'est la question. Est-ce que c'est important qu'il en ait un? C'est une autre interrogation. Pour mon avis personnel, c'est pas important qu'il ait un tir à 3 points. Ce sera une arme supplémentaire, mais c'est pas quelque chose qui est décisif pour moi sur ce style de pivot, qui est un pivot très athlétique, un pivot très physique qui met de l'impact près du panier. Maintenant, stat très intéressante, c'est que ce joueur, il prend quasiment deux tiers, trois quarts de ses tirs, trois quarts pardon, de ses tirs près du cercle. Il trouve très régulièrement des lancers francs. On est à quasiment 50% de free throw rate. C'est vraiment bien. C'est qu'un joueur qui est agressif. Alors oui, l'efficacité est pas au niveau de Josh Mint qui est 71% près du panier et au niveau des meilleurs pivots NCAA. Maintenant, on rappelle qu'il a que 18 ans et qu'il trouve beaucoup de lancers francs. Bémol, 55% lancers francs, ce qui est faible surtout quand on voit qu'il est capable de mettre du mi-distance. Donc un geste
au lancer franc qu'il va falloir regarder. Est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est mécanique? On peut se poser la question et on va essayer de voir ça dans du film. Le film, comment je voulais préparer, avec 4 parties, même 5 parties, pardon. D'abord l'athlète vertical, l'athlète dans l'axe panier-panier, l'athlète dans sa puissance physique, ses capacités de passe. Parce que Jalen Duren nous a montré que c'était plus qu'une brute près du panier, c'est que c'était un mec qui pouvait fluidifier lui aussi une attaque avec des belles qualités de passe. Qu'est-ce qu'il vaut au rebond? Qu'est-ce qu'il vaut dans les écrans? Voilà, c'était vraiment cette partie défensive, cette partie contact, etc. Qu'est-ce qu'il va, comment il va jouer dans la partie pick and roll, dans la finition près du panier et enfin dans le tir. Voilà, tout simplement. Vous n'hésitez pas, hein, encore une fois, moi je suis là pour passer un moment avec vous, donc si vous avez des questions, des remarques, je sais pas, n'importe quoi, peu m'importe, je suis là pour ça. Donc l'athlète, on va laisser tourner. Alors, vous avez dû le voir, vous avez dû le lire, vous avez dû l'entendre. Jalen Duren est présenté comme un athlète supérieur, ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est un joueur qui finit avec beaucoup de puissance près du cercle. On a des moves en 2 temps qui sont très impressionnants. C'est un mec surtout qui monte. Alors s'il monte haute avec de l'élan, c'est un mec qui reste longtemps en l'air. Il y a une capacité dans le hang time qui est impressionnante. Il reste plus longtemps que la moyenne au-dessus du panier, ce qui lui permet de prendre le dessus sur ses défenseurs directs. C'est un mec qui est long. C'est un mec qui est mobile dans l'axe panier-panier, qui va plus vite que les pivots classiques, les pivots lourds. C'est un joueur qui bouge bien latéralement. C'est pas un mec qui va pouvoir switcher à proprement parler sur les 5 postes, sur les extérieurs. C'est pas ce qu'on va attendre de lui. Il va plus orienter les extérieurs sur une direction. Il va venir les cueillir par sa longueur et par sa puissance près du cercle. En termes de contact, il y a une domination corporelle sur le contact, il encaisse bien le contact, il peut mettre de l'intensité, il peut mettre de l'impact, mais il y a un manque technique, un manque tactique, un manque de fondamentaux qui ne permet pas à ce physique pour l'instant de prendre le dessus. Donc on voit que c'est un joueur qui a toujours dominé par ce corps et qui n'est pas encore habitué à ce qu'on lui mette de l'opposition et donc il fait des erreurs de débutant, ce qui peut être très frustrant. Tu nous dis Valentin, il est intéressant sous le panier, c'est très compliqué dans d'autres domaines du jeu, techniquement au niveau QI. Alors, au début de l'année, je t'aurais dit oui pour les deux, techniquement et niveau QI. Maintenant, plus ça va et plus je vais te dire techniquement oui. Il y a un manque de fondamentaux, on va voir ça tout au long des clips. Il y a un manque de fondamentaux évident chez Jalen Duren. Niveau QI basket, faut comprendre que Memphis, c'est une équipe très jeune, c'est une équipe peu structurée, que Penny Hardaway est un vendeur de prostituées à Amsterdam et n'est pas, alors je suis désolé pour la métaphore, mais n'est pas un tacticien. Lui, il est là pour vendre du produit et envoyer des mecs à la draft et pas pour les développer. Donc oui, il y a des défauts, mais dans le Q-Basket, moi je le trouve assez rassurant. Plus ça va et plus il se comprend la couverture de pick and roll et plus mieux il se place aussi dans l'attaque du pick and roll, dans la passe, etc. Donc voilà, je vais te rejoindre sur les fondamentaux. Dans le Q-Basket, je vais mesurer. Je pense que à terme, ça peut être un pivot très capable de reprendre le jeu et de fournir la bonne réaction motrice et tactique par rapport à la situation. Au niveau des skills oubliés des années high school, il n'y avait que le mid-range, aussi des flashs de nouveaux postes ou de handle par exemple. Beaucoup le tir, beaucoup le tir, et une capacité à défendre les extérieurs. À Memphis, il joue jamais avec un autre pivot. Il jouait avec un autre intérieur. Au niveau inférieur, il a joué avec un autre Bix qui était beaucoup moins mobile. Et donc il se retrouvait plus au large. Il a été capable de tenir des ailiers au lycée, de tenir des extérieurs, de contester des tirs, de venir reprendre. Voilà. Et sur le dribble, j'ai pas assez vu de situation dans le dribble. Mais voilà, on n'est pas sur du Bama Debayo non plus. À mes yeux, c'est pas le même profil. Mais par contre, il y a des fondamentaux au niveau de pied pour pouvoir créer un petit écart et mettre un petit pull-up jumper. Voilà. Pour les qualités athlétiques, on a fait un peu le tour dans les extraits. Juste, si je dois revenir sur un clip en particulier, je vais aller là-dessus. Alors,
Est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est la course dans l'axe. Alors vous voyez qu'il va beaucoup plus vite. Voilà, c'est ce olé ou plat. Comment il reste longtemps en l'air. La passe, elle est pas incroyable. La passe, elle est pas dans le bon timing. Vous voyez, elle va être très haute. Lui, il saute au bon moment. Et du coup, au lieu de retomber et de perdre le ballon, il va rester en l'air. Vous voyez à quelle hauteur il va la récupérer. Il reste en l'air et il la rabat à une main. C'est un spécialiste pour rabattre à une main. Donc, même s'il joue avec des guards qui sont pas des Chris Paul, qui sont pas des qui vous voulez dans le maestro de la passe, il pourra avec un mauvais ballon en faire en faire quelque chose de positif et finir ça près du cercle. Donc ça c'est un skill qui va être physique, qui va être très intéressant. On va passer maintenant, alors en termes de priorité, la passe on le verra à la fin. Moi j'aimerais bien qu'on regarde en attaque qu'est-ce qu'on peut attendre de Jalen Duren. En attaque, c'est un joueur de pick and roll. C'est un joueur qui va poser des écrans, qui va rouler, qui va finir fort près du cercle, qui va arriver sur du rebond offensif et qui va mettre une claquette. C'est pas un joueur comme on l'a dit de poste bas. C'est pas un joueur qui va vous prendre, qui va vous poster, qui va vous enrouler avec les deux mains. Il y a un vrai défaut de technicité sur ce niveau-là. C'est un joueur qui est pas à l'aise sur les moves de haut panier. En même temps, en NBA actuellement, c'est pas la norme, donc ce sera pas très très grave. Faut vraiment le voir comme un pivot classique, un peu ce que fait DeAndre Ayton du côté de Phoenix. DeAndre Ayton qui était un joueur qui aimait bien jouer un peu poste bas, mais qui maintenant est vraiment un joueur de pick and roll, capable de montrer un peu plus. Mais voilà, lui c'est ça. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. N'espérez pas du Bam Adebayo, n'espérez pas du Joel Embiid et tout ça. C'est du pivot plus traditionnel qui roule fort et qui finit fort. Voilà. Maintenant, on va regarder ça dans le détail avec du clip par ralenti. Euh, alors, hop. Donc celui-là, on l'a raté, on se le remet. Typiquement, pick and roll. Je roule au cercle, je roule fort et je finis en dunkant. Voilà. Ça, c'est le boulot de Jalen Duren, qui va faire le plus au niveau supérieur. Encore un écran. Alors, on va parler des écrans de Monsieur Jalen Duren et ensuite je roule au panier et vous voyez que là, il y a pas la capacité sur cette action-là. Je vais essayer de pas trop le tacler. C'est pas un joueur dont moi je suis particulièrement hyper fan, mais j'apprends à l'apprécier. Donc je vais essayer de rester le plus objectif possible. Donc l'écran est bon, il crée un décalage sur cet écran-là. Je roule au cercle, je rattrape la balle. Là, il y a une passe possible. Il y a une passe possible ici, mais on n'a pas un tireur. On n'a pas la capacité encore, vous voyez, à poser un dribble, enrouler, finir. C'est vraiment un joueur dans la brutalité, dans le contact, mais il va trouver la faute. Ici, je trouve un accès au cercle, et là on arrive sur le défaut numéro 1 qu'on parle de lacune tactique. C'est qu'il redescend trop son ballon. J'ai la balle, là la balle elle doit rester haut pour pouvoir finir au niveau du panier. Je redescends mon ballon, je me fais contrer par un joueur plus petit que moi. Ça lui arrive, en tout cas en début d'année, ça lui arrivait 2-3 fois par match. Ça lui arrive encore un petit peu. Je suis rebond offensif, je descends trop ma balle et je me fais cueillir. Le ballon redescend beaucoup trop. Un pivot, il doit protéger son ballon et ça, lui, il le fait pas bien. Je pose un écran ici. Vous voyez que l'écran, il ne crée aucun décalage. Donc là, on est sur de la projection plus tard en NBA. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire quand il fera ça mieux? En NBA, on va lui demander de poser des écrans qui feront plus d'impact, puisqu'on est sur ce défaut-là, qui me rend fou, moi, des pivots NCA. C'est que l'écran ne crée aucun décalage, vous voyez, on le pose à peine. On va même pas essayer de faire mal au défenseur. Je le pose pour le poser, donc il fera ça en NBA. Poser un vrai écran, end off, je repose un screen, je roule au cercle. Et là, je vais sécuriser le rebond offensif, ce qui fait pas encore très très bien. Il se fait pousser dans le dos et finir. Ça peut être un exemple de ce qu'on va attendre au niveau supérieur. Ici, encore une fois, je redescends mon ballon et je me fais cueillir. Il va devoir apprendre à protéger. Encore ici, l'écran qui est... Alors je crois que celui-là, parce que je l'ai regardé là vite fait, il est moyen.
Voilà, l'écran ici, bah vous voyez, il touche même pas en fait. Donc c'est pas qu'il est moyen, c'est qu'il est inexistant. Encore un écran inexistant, c'est soft au possible. Ça c'est pas possible avec ce physique là quand vous faites 113 kg à 110 à 18 ans. Voilà, là ça c'est un écran. Vous faites 113 kg à 18 ans avec ce corps de ne pas être capable alors je suis en train de taper dans mon poing comme un débile mais vous me voyez pas, de mettre un impact, de créer un écart. Alors Valentin qui nous dit 95% des écrans en college basketball c'est une blague, c'est vrai, c'est vraiment dramatique. On a fait un podcast sur Mark Williams qui est pas foutu de poser un écran, ça rend ouf. C'est hyper commun comme défaut chez les pivots, ça se corrige difficilement ou pas en NBA. C'est un défaut hyper commun chez les pivots des 10-15 dernières années parce qu'on leur demande plus de le faire en fait. Enfin on leur a tellement dit que tu sers plus à rien sur un terrain de basket qu'ils savent plus poser un écran. Euh, D'ailleurs, les meilleurs poseurs d'écran en NBA, c'est des Européens. Voilà, y a pas de mystère. Est-ce que ça se corrige difficilement ou pas? Non, je pense que ça se travaille, ça s'apprend. C'est comme tout, ça va dépendre de l'amour que va te donner ton coach et du temps qu'on va passer sur ce secteur-là. Maintenant, pour être un pivot efficace, vu que lui, il va pas avoir beaucoup d'autres choses. Alors, on verra un peu de tir, mais il va pas être un joueur qui va poser des dribbles, qui va pas être hyper à l'aise dans le dribble et tout, il va devoir poser des écrans. Donc ça se corrige. Ça se corrige, je pense que tu passes un an ou deux, il pourra poser des bons écrans vu le corps, mais il va falloir qu'il s'y mette. Il va falloir qu'il s'y mette. C'est pour ça que quand je vous dis la séquence d'avance et de la projection, on va attendre ça au niveau supérieur, hein. D'ici 2-3 ans, il posera des bons écrans, je pense, et ça ira. Donc là, encore une fois, niveau supérieur, premier écran ici. Alors ça, ça c'est le syndrome André Drummond. Ah, de redescendre la balle quand on la récupère au poste, oui, bah ça pareil, ça se corrige. Ça se corrige. Faut travailler dessus, tout simplement. C'est pas, c'est pas un défaut de skill, c'est une habitude. Donc tu t'entraînes, des répétitions, des répétitions, des répétitions, mais ça se corrige, oui. Je pense que là-dessus, pas de souci. Mais il faudra lui laisser du temps. Donc c'est-à-dire que sur les 2-3 premières années, il fera ce genre d'erreur là. Mais c'est là-dessus maintenant la loterie, hein. Donc là, premier écran syndrome pardon, André Drummond. Un écran où je vais pas être impliqué directement dans l'action. C'est pas un écran qui va me permettre de moi rouler au panier et marquer un point. Donc ça m'intéresse pas, donc je le pose pas vraiment. André Drummond. Voilà. Là on en a rien à foutre de cet écran là, excusez-moi pour le langage. Ici, je crée un décalage sur un flare screen par contre. Enfin sur un fade screen du coup pour Emoni Bates. Là tu mets un peu plus d'impact. Je récupère la balle, on va être sur de la situation de end-off. Niveau supérieur il fera ça, end-off. Je pose l'écran, je coupe au cercle et j'irai me présenter pour aller finir fort. Donc là il récupérera pas le ballon mais c'est là-dessus qu'on va espérer un développement. Vous voyez le move post bas, il va le marquer mais il est pas à l'aise du tout. Il est pas à l'aise du tout là le joueur, il sait pas utiliser son pied pivot, il sait pas enrouler, il sait pas mettre un peu d'épaule pour impacter. Vous voyez là sur ce coup d'épaule il crée pas d'impact, il est en panique. Les jambes, il y a un déséquilibre total. C'est pas ça qu'on va attendre de lui au niveau supérieur. Ici, on va être sur du rebond offensif. Et cette fois-ci, le ballon reste haut. Alors, c'est pas hyper académique, mais on trouve la faute. Là, c'est un peu mieux. On est maintenant sur du poste bas. Là, on a un enroulé intéressant. Par contre, on va finir avec les deux mains. On trouve pas le panier, mais on va trouver la faute. Voilà aussi quelque chose qu'on pourrait avoir à terme, puisque c'est un joueur qui a quand même un peu de toucher. Donc cette fois-ci, je me repositionne au cercle et on voit encore que c'est un joueur qui est pas en fluidité sur le move post bas, mais comme je suis plus puissant, comme je suis plus développé, je vais pouvoir trouver ce genre de situation sur des mismatchs. Et là on est revenu sur le rôle classique. Voilà. Donc vous avez compris, Jalen Duren, pivot traditionnel offensif, dominant par le physique. Il y a du Andre Drummond, il y a du Dwight Howard par exemple, une fois qu'il saura poser des écrans. Pour l'instant c'est juste un mauvais pivot en attaque sur le pick and roll. Quand il saura poser des écrans, et qui pourra créer un décalage, on pourra avoir quelque chose de vraiment intéressant. Un peu, genre peut-être le profil optimal, genre pick and roll, c'est peut-être du Clint Capella. Dans cette capacité à faire mal et à rouler au panier et à être dominant physiquement. Alors il a d'autres choses par rapport à Clint Capella, mais c'est déjà un très bon modèle de pick and roll, poseur d'écran et rouleur au cercle.
Maintenant on va aller sur la défense. Alors j'ai mis rebond, mais c'est rebond et défense. Parce que c'est quand même peut-être sa clé d'entrée prioritaire, au-delà du physique. Donc comment définir Duren? Duren c'est un contreur. C'est un mec qui va être très à l'aise dans le second rideau, qui est très long. On a dit il y a du hang time, donc il peut rester très longtemps en l'air, qui va être puissant, qui va faire mal. Donc vraiment un défenseur de second rideau. Mais c'est pas que ça. Alors c'est un rim protector complet qui est capable d'apporter une aide sur de la rotation, qui est capable de venir fermer un axe et de rester vertical sans provoquer la faute. Il n'est pas obligé de sauter pour mettre fin à une action, il peut juste rester tout droit, lever les deux bras et comme il est puissant, il recule pas au contact. C'est un joueur qui va être aussi, par sa longueur, capable de casser des lignes de passe, notamment dans les entrées de balles poste bas. C'est un mec qui est capable de sortir sur des plus petits que lui. Alors je vous parle pas de switcher sur des postes 1-5 mais de venir sur une trappe, être agressif, de venir récupérer des ailiers de temps en temps, de faire une aide et de reprendre. Il va être bon dans l'orientation latérale, donc au niveau de la rotation des hanches, c'est pas le niveau d'un ailier, d'un extérieur, forcément c'est un big, mais ce qu'il va faire très bien, c'est je te donne une direction, je t'accompagne latéralement sur cette direction-là et je vais te bloquer contre la planche près du cercle. Le gros point noir de cette défense, ça va être le rebond. Alors oui, sur le volume, c'est un rebondeur de volume, mais c'est un rebondeur par son physique. Il a toujours pris le rebond parce qu'il était plus grand, plus puissant et qu'il sautait plus haut. Il y a un défaut pour se placer. Euh, il va pas faire des écrans retard, il va pas savoir se positionner pour sécuriser la prise. Ça va pas être un rebondeur collectif. Donc ça, au niveau supérieur, moi je vais attendre des progrès. Maintenant, il y a beaucoup de pivots en NBA qui sont des spécialistes pour prendre du volume, mais ne pas sécuriser la prise collectivement. André Drummond, encore une fois, sans vouloir lui tomber dessus toute la soirée, ça il le fait très bien. C'est un très bon rebondeur individuel, c'est une machine, c'est un monstre générationnel, mais c'est pas un rebondeur collectif. Un autre défaut qu'il va avoir, c'est sa nonchalance parfois, Jalen Duren. Genre pick and roll, des fois il va pas faire les efforts, il va se laisser passer, il va se dire bon bah je peux bloquer derrière, donc je vais pas je vais pas non plus essayer de me la donner jusqu'au fond, mais je pense que ça va mettre sur le compte du contexte collectif de Memphis qui est très jeune et qui défend pas très bien, qui est pas régulier, et puis de la jeunesse. Là-dessus, dans l'attitude, je pense qu'à terme il pourra être un défenseur bien plus régulier si le contexte collectif va là-dessus, quoi. Si vous le mettez sous les ordres d'un coach qui dit que la défense est pas très grave, bon bah il défendra pas parce qu'il est très jeune. Si vous arrivez dans une école avec une académie de jeu, un coach, une tactique, une, euh, une idée, et le fait que le collectif soit supérieur à tout, je pense qu'il sera un bien meilleur défenseur que ce qu'il est à Memphis. Maintenant on va aller sur les clips individuels. Un peu là. Alors je suis désolé, hein, vous voyez que ma voix part totalement cacahuète. Ça c'est à force de travailler avec des gamins de 3 à 5 ans toute la journée, ça vous fatigue, vous rentrez le soir et vous avez plus de voix. Hop là. Donc là on est sur, quand je vous ai dit le contre, hop là. Ça c'est mon petit qui veut manger, ne vous inquiétez pas, aucun animal n'est maltraité ici. C'est juste que j'ai des divas. Donc le bloc, il est très spécialiste pour écraser ce ballon hein, contre la planche dans un second rideau. Ici, quand je vous parle de contestation verticale, on va contrer le ballon à une hauteur totalement démentielle et je reste droit. Regardez ici, dans le saut, je reste totalement vertical. Je vais pas, comme beaucoup de pivots, me jeter sur l'attaquant et faire une faute stupide. Je vais rester très droit et je vais aller trouver ce ballon bien au-dessus de la planche. Encore ici, le timing de bloc, je me jette pas. La patience de Jalen Duren sur le contre. On peut regarder, j'attends, et là je saute et je vais aller contrer ça. Vous allez avoir, je pense, encore un autre bloc, mais on va pas tous faire pause dessus. Donc voilà, encore une fois dans l'aide, je viens ici, pardon, je vous ai menti. Menteur,
vous Monte Dolores, si vous avez la ref. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder le fait que c'est un joueur qui peut contester et contrer avec les deux mains. Donc c'est un droitier mais qui est capable de contrer avec la main gauche. Et ça, c'est toujours quelque chose d'important. Cette capacité à pouvoir contester, contrer un tir avec les deux mains, c'est quelque chose qu'on va attendre au niveau supérieur. Alexandre nous disait qu'il avait pu s'entretenir avec le coach du Paris Basketball et que Ismaël Kamagaté, dont vous avez forcément entendu parler, notre petit français qui a des chances à la draft l'année prochaine, on l'entraîne à contrer de la main gauche parce que pour l'instant c'est un protecteur uniquement de la main droite. Donc là, lui, on essaie de le faire sur des situations contestées, contrées des deux mains, ce que Dwayne est déjà capable de faire là à 18 ans. On passe en vitesse réelle. Sur la couverture de pick and roll, voilà, cette capacité, quand je vous dis à tenir un extérieur, on n'est pas sur du switch ici, on est sur du drop, mais on va prendre le porteur de balle assez haut et on va l'accompagner au panier dans une seule direction. Donc vous allez voir ici, voilà, il y a un premier rideau. Je descends et je l'accompagne latéralement sur une direction et je vais contester le tir. Et encore une fois, je conteste le tir de ma main gauche. Je ne suis pas dépendant de ma main droite pour aller contester. Ici, on est sur une aide en rotation défensive. Je viens fermer l'axe, je reste droit sans commettre la faute. Malheureusement, derrière, mes coéquipiers ne protègent pas le rebond. Et il y a l'énorme Sharp qui fait 7 pieds 5 qui vient pouvoir prendre le rebond offensif. Ici, pareil, contestation, je vous la remets à vitesse réelle, à l'impact. Il encaisse l'impact, il reste droit. Il n'y a pas faute. Et derrière, on peut avoir une transition. Quand je vous parle de longueur de bras pour intercepter, voilà, là c'est une autre situation. Ici, depuis l'extérieur, j'accompagne sur une direction. On voit quand même que depuis la ligne à 3 points, on n'est pas Anthony Davis qui veut, n'est pas Bama Debayo qui veut. On donne une direction, mais on peut se faire passer sur un premier pas. Même si je trouve que l'accompagnement est intéressant. Là, vous voyez quand je vous parlais de sortir et reprendre, aide et reprendre, pour mettre un peu de pression et derrière par ma longueur pouvoir reprendre l'interception, on se la remet. Là, sur pick and roll, hop, je sors, je mets une pression, je reprends mon porteur de balle. On est un peu paumé, mais ça va. Et là, j'ai des longs bras et je peux une interception. Ici, on trappe, on prend à deux, on change de système. On voit que la trappe, elle est pas encore efficace, enfin, elle a pas été hyper efficace. Et par contre, quand je vous parle de nonchalance, voilà, ça c'était vraiment le problème. Et Jalen Duren en début d'année, qui me rendait fou. La trappe ici, c'est pas efficace. Normalement, je reprends mon joueur. Bon ben, j'ai la flemme, j'attends et je vais regarder ce qui se passe. Et puis tant pis pour mon équipe. Ici, pareil, je me jette en avant et j'attends. Donc, par contre, sur le rebond, quand je vous disais rebondeur, on a un rebondeur qui vole haut, un rebondeur qui va être un mec de volume par son physique, par sa verticalité. Un exemple ici, fly baby fly, et je vais récupérer le rebond. Maintenant, si je vais être sur du rebond académique, sur du back out, on va regarder là. Ok, je la frise plutôt. Qu'est-ce qu'elle nous dit de la situation? Il y a un pull-up qui est pris là. On sait que le ballon, on a deux attaquants ici. On va voir qui va regarder. Là, je regarde ici, donc je sais que je dois mettre mon corps en opposition ici. J'ai un autre mec sur mon côté, sur ma gauche ici. Au lieu de prendre une décision, au lieu de choisir un des deux, je vais me mettre au milieu et je ne vais protéger personne. Je vais rien sécuriser du tout et finalement, je laisse le rebond à mon attaquant. Donc c'est vraiment pas un mec qui va protéger son cercle, enfin qui va protéger son cercle, qui va protéger son rebond en back out. Ici c'est pareil, je mets un bras, mais je vais pas aller contester la prise, je me fais passer sans difficulté. On va pas être sur quelque chose de très académique, ça il va devoir apprendre au niveau supérieur euh, pour moi pour être efficace. Donc on se la refait ici. Normalement on devrait avoir son dos en opposition pour accompagner l'attaquant et essayer de protéger la prise, quitte à ne pas avoir le ballon derrière mais essayer qu'un coéquipier le récupère.
et je le laisse prendre, et donc derrière je peux avoir une position supplémentaire pour l'équipe adverse. Ok, alors on va passer au secteur suivant, on va passer à la passe. Euh, Au global, Juan c'est un physique. D'abord, c'est un timing de contre qui est vraiment hyper intéressant. Si on regarde les stats avancées, vous avez ici. C'est vrai qu'on l'a pas fait pour lui, mais peu importe. Vous les avez ici. Donc, c'est un mec, quand il est sur le terrain, il va bloquer 12% des tentatives des adversaires, ce qui est une bonne stat. Ce qui est un bon volume. On a vu 2,5 blocs, c'est impressionnant dans une défense où il est quand même amené des fois à sortir sur des extérieurs. Donc il y a un vrai timing au contre, sans provoquer trop, enfin, sans trop faire de fautes. Maintenant, il va falloir avoir plus de rigueur défensive. Il va falloir sécuriser ce rebond. Il va falloir tout simplement, oui, voilà, prendre de l'expérience, de la maturité. Moi, je pense qu'à terme, ça peut être un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue. Parce qu'il reste droit, parce qu'il est puissant déjà à cet âge-là, et parce qu'il est long, et parce que voilà, il a un timing, il a un sens du contre, tout simplement. On passe maintenant au, au côté au côté Alan Guillou à la passe. Il nous avait dit que c'était un passeur intéressant, et effectivement je l'avais remarqué aussi sur quelques clips. Du coup on va vous montrer les flashs à la passe ici. Alors qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend un Jokic? Non, pas du tout. On attend un mec qui peut tout simplement trouver un joueur ouvert, qui va, lorsqu'il va être pris à deux, pouvoir sur une situation poste bas, quand il va trapper poste bas, ressortir le ballon sur un joueur qui va être capable dans une situation de high-low de trouver un coéquipier ouvert, et qui va pouvoir sur une situation de end-off faciliter, fluidifier le jeu. Voilà, tout simplement. Donc on n'est pas sur un passeur décisif, mais on est sur un passeur fonctionnel qui va améliorer l'attaque en général, et qui va la fluidifier tout simplement. Maintenant on va regarder ça. Donc je vous ai mis des passes classiques, et puis je vous ai mis un peu de plus, des passes un peu plus travaillées. Alors non, par ordre alphabétique ça m'arrangerait, merci. Non, c'est celle-là, d'accord. Donc là, tout simplement une passe de renversement. Rien de enfin de très compliqué. Alors là, une passe high haut. Donc depuis le poste haut, j'ai trouvé mon coéquipier sous le cercle, ce qui faisait beaucoup au niveau lycéen. Qu'est-ce qu'il me fait? Oula, il m'a tout cassé. Je suis désolé. Là, je vous la remets. Un peu de rigueur, bon sang de bonsoir. Je suis une vieille personne pour dire bon sang de bonsoir. Voilà. Donc là, tout simplement, l'entry pass post bas, rien de très compliqué. Vous me direz, mais pour un pivot, c'est déjà intéressant. Ici, une passe dans le petit périmètre. Alors celle-là, je l'aime bien aussi. Donc on voit qu'il y a une... Il va récupérer le ballon sous le cercle. On a un énorme pivot en face de lui. Il y a une surcompensation. Hop. Il y a une rotation défensive. Bon bah je transmets directement au coéquipier, et qui finit ça avec la faute. Maintenant, là je suis posto. Donc là c'est la passe high-low. Donc on a la prise de position du camarade sous le panier sur un extérieur. Je suis capable d'envoyer le ballon dans le bon timing au bon endroit, hop, pour avoir un lay-up facile derrière. Ici dans une zone, la petite passe au sol, donc ça c'est pareil, sur du pick and roll, on va bien récupérer le ballon et donner sur un cut ou dans un corner. Alors ici la réception elle est pas très belle, mais la manipulation visuelle incroyable dans le corner. Alors quand on vous parle de manipulation visuelle sur du pixel, en plus c'est pas le plus visible, mais donc regardez, là son œil, son corps, le dribble vont dans l'axe du panier, et sans regarder, je sais qu'il y a le copain dans le corner, et je vais transmettre dans le corner là où la défense n'attend pas du tout. Et il y a un catch and shoot. Alors là vous avez vu juste 3 pixels, moi je vous jure que ses yeux ils regardent le cercle. Donc voilà, de capacité à transmettre en étant un peu plus imprévisible. Et là, quand on vous dit situation donc de... j'ai perdu mes mots à force de vouloir me la péter à parler anglais. Alors comment j'ai appelé ça? Parce que ça m'énerve de pas retrouver le mot. Situation de...
give and go, merci. Donc voilà, petite situation de give and go. Alors lui, il va être passeur dessus, donc voilà. Je récupère et je retransmets au sol pour mon coéquipier qui coupe dans l'axe. Tout simplement. Là, je suis au poste bas. On voit que la défense elle est focalisée sur lui. Il y a une aide qui vient et directement je vais être capable de le ressortir sur le joueur ouvert dans l'axe. Même situation, poste bas. Je vais être pris à deux. Il y a une aide. Hop, et je peux la ressortir pour le coéquipier ouvert. C'est un joueur qui va pas perdre de ballon là-dessus. Il va perdre des ballons sur ses foutus descentes de balles et la remontée, mais il va pas perdre des ballons sur des mauvaises lectures à la passe. Voilà. Donc quand on vous parle de passeur fonctionnel, c'est ça. On n'est pas sur un mec, sur un Jokic, on est juste sur un gars intelligent qui fluidifie une attaque encore une fois. On finit avec le tir. Est-ce que Jalen Duren peut tirer? Moi je vous l'ai dit, le tir à 3 points, je m'en fiche. Par contre, avoir un peu de polyvalence, notamment sur du pick and roll capable de s'arrêter et de prendre à mi-distance pour s'ouvrir un peu plus d'espace, ça m'intéresse. C'est un joueur qui aime beaucoup récupérer la balle, se tourner face au cercle et pull-up mi-distance, ce que fait très bien Eddy, ce que fait très bien Joel Embiid. Et ça, lui, là-dessus, il est en fluidité. On rappelle, on est à 35% de réussite, ce qui est intéressant, sachant que la moitié sont pris en pull-up, mais aussi sur un pick and roll, catch et tiré. Donc là, vous allez voir beaucoup de pull-up face au cercle et un peu de lancer franc. Pour les lancers francs, on a vu, on est 55% de réussite. Moi, je trouve que la mécanique, je suis pas un spécialiste de la mécanique au lancer franc. Si vous voyez tirer, vous le saurez. Mais la mécanique, elle est correcte. 55% de réussite seulement. Je pense qu'il y a un vrai déficit mental plus qu'un déficit technique. Mais il faudrait demander à Nicolas Lang, avec qui on avait eu la chance d'être la dernière fois, pour voir s'il y a des choses à dire sur la gestuelle. Si vous avez des remarques là-dessus, n'hésitez pas. Vous serez sûrement plus quali que moi sur du tir au lancer franc, ce qui est clairement pas ma spécialité. Donc là, face-up jumper, on voit qu'il aime bien ça. Belle élévation, le geste il est fluide et je vais pouvoir marquer face à des défenses au niveau supérieur. Là, c'est pareil, dans de la zone, il n'y a pas d'hésitation. Le geste il est rapide, la mécanique elle est régulière, le tir il est propre et ça fait ficelle. Ça on le voyait beaucoup plus le faire au niveau inférieur, au niveau lycée. Ça lui a mis 5-10 matchs avant de le commencer à le faire. Vous voyez là on est au 11e match et c'est vraiment le premier match où il en a pris 4-5. Catch and shoot, mi-distance et je sanctionne. Donc s'il est capable de faire ça, effectivement, ça donne une corde de plus à son arc. Ça c'est pareil, ce petit pull-up mi-distance, le Julius Randle de l'an dernier, qui va beaucoup nous intéresser. Est-ce que à terme c'est un joueur à qui je donne le ballon poste bas et que je vais laisser prendre des ISO en pull-up? Non, c'est pas là-dessus que je vais le construire. Maintenant, un mec qui peut écarter un peu du jeu, je préfère. C'est ce qu'on a demandé pendant quelques temps à DeAndre Ayton aussi, et ça va lui permettre derrière de, sur un dribble, aller exploser au panier et écraser, tout simplement. Voilà, on a fait le tour de Jalen Duren, donc je vais vous mettre ça. Je vais vous remettre le côté athlétique parce que c'est plus sympa. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions ou pas. Pourquoi on a un tel écart chez Envergure sur son sort? Je pense qu'on croit tous, en fait on voit tous la même chose. Et après c'est plus une question d'appréciation de ce qu'on attend d'un prospect de top 10 la loterie. Moi j'aime bien les joueurs qui peuvent créer individuellement quelque chose, qui arrivent dans une équipe pourrie où il y a un besoin de création et sur tous les postes, un besoin de création offensive et qui peuvent apporter. C'est difficile pour moi de faire entrer un joueur dans ma loterie, en tout cas surtout dans mon top 5, dans mon top 6, s'il n'est pas capable de un peu dribbler, sauf exception exceptionnelle, bien joué. Voilà, c'est pour ça que je le rentre pas, c'est parce qu'il y a aussi des manques de fondamentaux qui sont pas irrattrapables mais qui sont quand même pour moi problématiques chez un joueur de 18 ans
même s'il est jeune, c'est quand même un joueur qui a plusieurs années de basket. On n'est pas sur un mec qui a commencé le basket tardivement, je crois, chez Jalen Duren, comparé à des profils qui parfois nous viennent, souvent les profils qu'on voit en NCAA de joueurs d'origine africaine qui ont commencé le basket à 17-18 ans. Lui, enfin 16-17-18 ans, lui c'est pas le cas. Et puis, euh, et puis voilà, tout simplement. Donc je l'ai fin de ma loterie. Il va peut-être un peu monter, il va peut-être un peu descendre. Actuellement, c'est mon troisième, quatrième pivot. Devant, j'ai Chet, j'ai Jabari Smith que je considère comme un pivot. Si vous n'avez pas lu l'article, allez-y. Je fais de l'autopub. Et j'ai John Butler à la lutte avec lui. John Butler, dont on n'est même pas sûr qu'il aille en NBA, mais qui a un profil totalement différent. Plus Victor Wembanyama-esque, qui a un profil très filiforme où il fait 95 kilos pour 2 m 20 et qui tire à 3 points. Donc vraiment, rien à voir entre les deux. Voilà, moi je l'ai fait de ma loterie pour ces raisons-là. Mais si vous aimez bien les pivots et que vous regardez et que vous cherchez pardon une bête physique et que pour les mecs à la DeAndre Ayton vous plaisez des choses comme ça, DeAndre Ayton qui avait quand même un peu plus montré en attaque, mais voilà, des choses qui vous font vibrer, je comprends qu'on puisse l'avoir très très haut, avec en plus un âge très très jeune. Butler, quel crack incroyable, ouais. Moi je suis fan de John Butler, j'ai fait une propagande pour John Butler. Ça se trouve il ira pas à la draft, mais je suis très amoureux, je suis très en amour de ce mec-là comme dirait Ben. Et je vous ferai un stream dessus quand, quand j'en aurai encore plus vu. J'ai pas dû rater beaucoup de matchs de Florida State, mais le coach m'énerve cette année à le faire jouer genre 15 minutes, dont notamment 10 minutes en première mi-temps et plus le faire jouer du tout alors que le mec a un impact positif plus sur son équipe. Enfin voilà, bah écoutez, on aura fait ouais le coach. Bah après, pourtant c'est un très très bon coach, hein, donc bon, j'ai envie de lui faire quand même confiance. Il nous a sorti Patrick Williams, il nous a sorti Scotty Barnes, il nous a sorti Terrence Mann, il nous a sorti Fiondu Kamengele qui était allé trop tôt lui pour le coup et d'ailleurs il l'a regretté après, donc j'ai envie de lui faire confiance. Ça reste un de mes coachs préférés, je suis juste très frustré parce que j'aimerais en voir plus, mais voilà, suivez John Butler. Donc voilà pour ce stream, écoutez, on aura fait presque 2 heures. Presque 2 heures sur ces deux joueurs-là. Les deux, je les ai au premier tour. Peut-être qu'un seul des deux ira à la draft. Et peut-être qu'il sera pris dans le top 10. Je comprendrai pourquoi. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, que le contenu vous a... La façon dont ça a été présenté avec des plus petites playlists aussi, ça vous a plu. Euh, que vous avez passé un bon moment tout simplement. Moi j'ai adoré passer ce stream avec vous comme chaque vendredi soir. Vendredi prochain, du coup, comme on se l'est dit, on sera avec Alan, on sera à deux, euh, on sera là sur Josh Giddey, OKC. On fera un petit peu du breakdown de ce qu'il fait OKC. On sera sur Chet Holmgren, le phénomène, donc c'est vraiment un énorme prospect, l'énorme prospect à ne pas rater sur nos streams de envergure depuis le début de l'année. Sinon, on se retrouve tous les jours sur envergure.co avec un article, un scouting report. On se retrouve avec nos podcasts. Je vais vous remettre, hop là, on va pouvoir finir là-dessus. Je vais vous remettre avec les liens ici. Hop. Si vous avez envie d'écouter nos podcasts, il y en a un qui est sorti ce soir sur Michael DeVoe, le shooter de Georgia Tech. Incroyable tireur, un vrai geste, un vrai bras. Si vous avez envie d'aller sur notre site Envergure, c'est là, envergure.co. Si vous avez envie de suivre nos comptes Twitter si c'est pas fait, c'est ici. Hop là, alors ça je vais le fermer. Hop là, pardon. C'est ici pour nos comptes Twitter. N'hésitez pas à surtout follow la chaîne pour pas rater un seul de nos streams. Si vous voulez vous abonner, écoutez, c'est du bonus. Et, euh, et ça nous fera plaisir, mais voilà, on fait pas la quête. C'est pas, on n'en vit pas, et c'est par plaisir avant tout. Et puis on se dit tout simplement à tout bientôt pour un nouveau stream, pour du nouveau contenu. Jusqu'alors, je vais arriver, fin de soirée, on est fatigué. Jusqu'à notre prochaine rencontre.
Prenez soin de vous, portez-vous bien, surtout dans ces temps de pandémie qui n'en finit pas. Faites attention à vos proches, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao à tous et bonne soirée.